Notion d'aïkido. Une voix intérieure. Introduction. Ce livre est ce qu'il cherche à transmettre. L'aïkido est souvent présenté à travers ses techniques, ses formes, ses déplacements, ses saisies et ses projections. Pourtant, ce que la pratique transforme le plus profondément ne se situe pas dans la forme extérieure du geste, mais dans la manière d'habiter le mouvement, la relation et la présence. Ce livre ne propose donc ni un manuel technique, ni une explication académique de l'aïkido, ni une synthèse historique ou doctrinale. Il s'attache à autre chose, aux notions fondamentales telles qu'elles se vivent, se ressentent et s'éprouvent dans la pratique. Chaque chapitre explore une notion essentielle: posture, respiration, distance, regard, écoute, intention, relâchement, stabilité, présence, transformation, non comme un concept abstrait, mais comme une réalité concrète, inscrite dans le corps et dans la relation. Ces notions ne sont pas abordées pour être définies, mais pour être reconnues. Elles ne sont pas expliquées pour être maîtrisées, mais décrites pour être approchées avec justesse. L'aïkido n'est pas une discipline que l'on comprend d'abord par l'intellect. Il se dévoile progressivement, par couches successives, à mesure que le corps apprend à se poser, que le souffle s'apaise, que la relation cesse d'être une opposition pour devenir un espace partagé. Ce livre s'inscrit dans cette logique. Il ne cherche pas à dire ce que l'aïkido doit être, mais à éclairer ce qu'il devient lorsqu'on le pratique avec attention, continuité et honnêteté. Les notions présentées ici ne constituent pas un système fermé. Elles se répondent, se croisent, se transforment les unes par les autres. Aucune ne suffit seule. C'est leur articulation progressive qui fait apparaître une cohérence, non pas théorique, mais vécue. Loin d'une accumulation de principes, l'aïkido révèle ainsi une orientation: apprendre à agir sans s'opposer, à rester stable sans se figer, à rencontrer sans dominer, à transformer sans briser. Ce livre s'adresse à celles et ceux qui pratiquent, mais aussi à celles et ceux qui s'interrogent sur ce que peut produire une discipline martiale lorsqu'elle est vécue comme une voie. Il ne demande pas d'adhésion, ni de croyance, ni d'interprétation particulière. Il propose un regard posé, une lecture intérieure des notions fondamentales, afin que chacune puisse être reconnue dans la pratique, sur le tatami comme dans la relation au monde. L'aïkido n'est pas ici présenté comme un idéal à atteindre, mais comme un chemin de clarification. Un chemin où le geste devient plus simple, la relation plus juste, et la présence plus stable. C'est dans cet esprit que ces pages ont été écrites. Chapitre 1. L'accueil. Dès les premières séances, ce qui apparaît avec le plus de force n'est ni la technique, ni la précision des mouvements, ni même la beauté silencieuse du dojo. C'est l'accueil. Entrer dans cet espace pour la première fois revient à pénétrer dans un monde inconnu, profondément codifié, dont les usages ne sont pas encore compris. Chaque posture, chaque déplacement, chaque salutation semble appartenir à un autre ordre. Le corps hésite, l'esprit cherche des repères, et tout indique que le chemin commence dans l'incertitude. Rien ne permet encore de savoir où poser les pieds, comment se tenir, comment recevoir un mouvement ni comment y répondre. Pourtant, au lieu d'une exigence immédiate ou d'un regard qui évalue, c'est la patience qui se manifeste. Une patience calme, presque invisible, qui ne s'explique pas et ne se justifie pas. Le temps est laissé au corps pour comprendre à son rythme. L'hésitation n'est pas corrigée d'emblée, elle est accueillie comme une étape naturelle. Cette manière d'accueillir ne relève pas d'une règle formulée. Elle s'inscrit dans une attitude plus large, profondément ancrée dans la culture japonaise, où recevoir l'autre se fait sans calcul ni mise en scène. L'attention portée aux débutants ne cherche ni à impressionner ni à dominer. Elle se traduit par une adaptation silencieuse, le rythme se modifie, l'intensité s'ajuste, l'espace est laissé ouvert pour que chacun puisse trouver sa place. Dans cette approche, le respect ne se limite pas à l'étiquette des formes. Il se manifeste comme une posture intérieure. La dignité de celui qui apprend précède toute exigence technique. Être au commencement n'implique aucune diminution. La lenteur n'est pas un défaut, l'ignorance n'est pas une faute. Le dojo devient alors un lieu où l'humain est tenu avec précaution, avant même que le geste soit maîtrisé. Un détail, en apparence insignifiant, donne à cet accueil une profondeur particulière: le nom. Être nommé, reconnu, appelé transforme immédiatement la relation. Ce simple fait rompt l'anonymat et crée un lien. Il signifie que la présence est vue, attendue, reconnue. Cette attention discrète installe un sentiment rare, celui d'avoir une place sans avoir à la conquérir. Peu à peu, il devient perceptible que cet accueil fait déjà partie de la pratique. Bien avant le premier contact physique, quelque chose se joue dans la relation.
l'ajustement à l'autre précède l'apprentissage des formes. Le corps sent que le mouvement ne sera pas imposé, que la progression ne se fera pas par la contrainte, mais par une forme d'accord silencieux. Ce climat laisse entrevoir une dimension plus profonde de la discipline. L'harmonie recherchée ne commence pas dans la technique, mais dans la manière d'entrer en relation. Avant toute projection, toute chute ou toute respiration consciente, un espace est créé où l'on peut commencer sans se défendre. La pratique semble alors orientée non vers la domination, mais vers la rencontre. Dans cet esprit, la dimension martiale ne s'oppose pas à la douceur. Elle s'enracine dans une intention plus vaste, où l'acte juste ne vise ni la destruction ni la performance, mais la préservation du lien. Accueillir devient alors un acte fondateur, une manière de poser les bases d'une pratique où la force ne se sépare pas de l'attention. Ainsi, l'aïkido commence peut-être ici. Dans cette première expérience silencieuse où il est possible d'être hésitant sans être jugé, faible sans être humilié, ignorant sans être rabaissé. Cette ouverture initiale donne naissance à un désir simple et profond, celui de rester, de continuer, d'apprendre. Non par obligation, mais parce que l'on a été reçu. Chapitre 2. Le dojo. Avant même que la pratique ne commence, il y a un lieu. Un espace délimité, ordonné, distinct de tout autre. Ce n'est ni une salle de sport ni un simple endroit destiné à l'entraînement. Le dojo possède une atmosphère propre, une densité silencieuse qui précède chaque mouvement. Elle se perçoit dès l'entrée, sans qu'il soit nécessaire de la nommer. Ce qui frappe n'est pas tant ce qui se voit que ce qui se ressent. Le dojo n'est pas un décor, il est une présence. Ce lieu impose d'emblée une autre manière d'être. Les gestes ralentissent, l'attention se resserre, le regard se pose différemment. En retirant les chaussures, en ajustant la tenue, une transition s'opère naturellement. Le monde extérieur reste derrière la porte. Sans consigne explicite, le corps comprend qu'il entre dans un espace où l'on n'agit pas comme ailleurs. La pratique commence déjà là, dans cette adaptation silencieuse. Le mot japonais qui désigne cet endroit signifie littéralement « le lieu de la voie ». Cette appellation n'a rien de symbolique ou de décoratif. Elle indique que l'on ne vient pas seulement pour apprendre des techniques, mais pour s'inscrire dans un chemin. Les murs, le sol, l'organisation même de l'espace semblent porter cette intention. Le dojo conserve une mémoire discrète, faite de répétitions, de présence, de gestes transmis. Il accueille sans juger, mais il n'est jamais neutre. L'atmosphère du dojo invite à une disposition intérieure particulière. Une forme d'alignement s'installe, ni rigide ni relâché. La respiration se pose, le mouvement devient plus conscient. Même lors des premières séances, un rythme se fait sentir, un tempo silencieux auquel il est nécessaire de s'accorder. Le lieu n'impose rien, mais il oriente. Il suggère une manière d'être présent, attentif, disponible. L'organisation de l'espace participe à cette éducation silencieuse. L'endroit vers lequel se tournent les pratiquants n'est pas un lieu de pouvoir, mais un point de référence. Il rappelle que la pratique s'inscrit dans une continuité, dans une transmission qui dépasse les individus. Ce rappel ne prend pas la forme d'un culte ni d'un rituel figé. Il établit un lien, une inscription dans quelque chose de plus vaste que la séance elle-même. Le respect accordé au dojo ne relève pas de la superstition. Il s'exprime par des gestes simples, saluer en entrant, saluer en sortant, prendre soin de l'espace. Ces gestes ne sont pas imposés de l'extérieur, ils prennent sens par l'expérience. Ils marquent une reconnaissance. Reconnaître le lieu, c'est reconnaître ce qu'il rend possible. La transformation commence souvent là, dans cette attention portée à ce qui accueille la pratique. Dans le dojo, chaque déplacement, chaque respiration s'inscrit dans une continuité invisible. Le lieu ne demande rien, mais il attend une qualité de présence. Il ne s'agit pas d'y jouer un rôle, ni d'y projeter une image. Le dojo invite au contraire à déposer ce qui encombre, à retirer les masques, à se tenir simplement là, disponible à ce qui se présente. Le dojo agit aussi comme un refuge. Non pas un lieu de retrait, mais un espace protégé. En franchissant ses limites, le bruit du monde s'éloigne. Les tensions extérieures, les exigences, les conflits restent au seuil. À l'intérieur, l'attention peut se tourner vers l'essentiel. Ce cadre permet une rencontre plus directe avec soi-même, sans distraction inutile. Avec le temps, il devient évident que le dojo enseigne autant que les personnes qui y transmettent la pratique. Son silence structure, son ordre apaise, sa simplicité éclaire. Il agit comme un miroir discret, révélant les agitations,
les résistances, les progrès. Il rappelle que la voie ne se situe pas à l'extérieur, mais qu'elle traverse l'espace pour rejoindre l'intérieur. Le dojo n'est alors plus seulement un lieu où l'on pratique, il devient le point d'appui d'un chemin qui se poursuit bien au-delà de ses murs. Chapitre 3. Respect et posture intérieure. Très vite, la pratique révèle que la technique, aussi précise soit-elle, ne suffit pas à définir l'aïkido. Ce qui se joue en profondeur apparaît dans la manière de se tenir devant l'autre. Le respect n'est pas un geste ajouté après coup, ni une forme convenue. Il est une posture intérieure, un état qui précède le mouvement, un axe silencieux autour duquel tout s'organise. Les saluts rythment la pratique. Ils marquent l'entrée en relation, non par obligation, mais par reconnaissance. Saluer, c'est reconnaître la présence de l'autre, sa dignité, sa place. Ce geste simple contient déjà une intention claire, pratiquer ne consiste pas à s'imposer, mais à rencontrer. Le respect n'est pas fin, il constitue le cœur même de la discipline. Ce respect fondamental ne relève pas d'une politesse extérieure. Il correspond à une qualité de présence, une manière d'être là, pleinement. Il exprime un alignement intérieur, être présent sans dominer, disponible sans se soumettre. Peu à peu, cette attitude devient une manière d'habiter sa propre verticalité. La posture Shizé ne se limite pas à l'alignement du corps. Elle reflète l'état intérieur. La manière de se tenir révèle l'ouverture ou la fermeture, l'attention ou la dispersion, l'attention ou la disponibilité. Se tenir droit n'est pas un geste de rigidité ni d'orgueil. C'est un engagement silencieux, un axe stable où le corps et l'esprit se rejoignent. Très tôt, une attention particulière portée au dos marque profondément la pratique. Même dans l'inclinaison, même dans la réception d'un mouvement, la verticalité demeure. Cette exigence n'a rien de décoratif. Elle transmet une idée simple et forte, la dignité ne s'abandonne pas, même lorsque l'on cède, même lorsque l'on subit. Le corps apprend ainsi que la justesse ne dépend pas de la domination, mais de la tenue intérieure. Cette verticalité trouve sa source dans le centre. Un point intérieur, situé sous le nombril, où le souffle se pose et où l'attitude se stabilise. Lorsque le corps est centré, il ne triche pas. Il révèle avec précision l'état intérieur. La posture devient alors authentique, non parce qu'elle est correcte, mais parce qu'elle est vraie. Elle ne masque rien, elle reflète. Celui qui transmet la pratique incarne cette posture avant de la commenter. Par sa manière d'entrer, de marcher, de regarder, il fait naître un respect qui ne vient pas d'une hiérarchie imposée, mais d'une évidence ressentie. Ce respect ne s'arrête pas à une seule direction. Il circule. Il s'élève, puis se redéploie entre les pratiquants. Il devient une manière d'habiter ensemble l'espace du dojo. Progressivement, il apparaît que le respect ne commence ni ne s'achève sur le tatami. Il s'étend au-delà des murs, au-delà des gestes codifiés. Il devient un axe intérieur, une façon d'entrer dans une pièce, de regarder quelqu'un, d'écouter sans interrompre. Se tenir droit ne consiste plus à paraître, mais à offrir à l'autre une présence claire et stable. Dans l'aïkido, le respect prend corps. Il devient verticalité, attention, écoute. Lorsqu'il s'installe profondément, il ne se défait pas à la sortie du dojo. Il accompagne les gestes du quotidien, rappelant que la posture juste n'est pas réservée à la pratique, mais qu'elle façonne la manière d'habiter le monde. Chapitre 4. Irimi, entrer dans le monde de l'autre. Irimi est l'un des premiers gestes qui troublent profondément. Entrer. Avancer. Réduire la distance. Ce mouvement, en apparence simple, révèle très vite une complexité intérieure inattendue. Entrer dans l'espace de l'autre demande plus qu'un déplacement du corps, cela exige de franchir une frontière invisible, celle qui sépare deux mondes, deux peurs, deux intentions. Ce pas en avant ne relève pas d'une attaque frontale. Il ne cherche ni le choc ni la rupture. Lorsqu'il est juste, il s'inscrit dans une autre logique. L'entrée ne force pas, elle glisse. Elle épouse le mouvement adverse, respecte son souffle, s'accorde à son rythme. La frontière est franchie sans être violée. L'espace de l'autre est approché sans être envahi. Toute relation commence par une tension. Dans la pratique, cette tension prend la forme d'une saisie ou d'une attaque. Un poignet est saisi, un axe est visé, un mouvement se projette avec intention. Le premier contact porte toujours une charge de violence, même contenue. C'est précisément à cet endroit que l'entrée devient décisive. Soit le geste reste une intrusion brutale, soit il se transforme en relation.
Irimi apparaît alors comme une capacité à accueillir ce qui vient sans reculer. L'entrée ne nie pas l'agression, elle la traverse. En avançant, le corps cesse de fuir et refuse la rigidité. Il choisit de rencontrer. Ce choix intérieur modifie immédiatement la nature du contact. Ce qui aurait pu devenir un choc se transforme en dialogue silencieux. Dans le cadre protégé du dojo, Irimi s'apprend lentement. Le partenaire accepte l'échange, le risque est mesuré, l'espace est contenu. L'entrée devient une pédagogie de la relation. Elle enseigne comment franchir la distance sans provoquer de peur, comment réduire l'écart sans écraser, comment s'approcher sans déclencher une défense excessive. Le corps découvre qu'il est possible d'avancer sans agresser. Mais Irimi porte aussi un autre visage. Hors du cadre de l'entraînement, l'entrée peut devenir un engagement décisif face à une violence réelle. Dans ce cas, il ne s'agit plus d'une approche douce, mais d'un acte clair. Avancer permet de traverser la ligne de danger, de couper l'élan adverse, de transformer une attaque en mouvement guidable. Le courage ne consiste pas à reculer, mais à entrer avec lucidité. Ces deux dimensions ne s'opposent pas. Elles se complètent. L'entrée intérieure prépare l'entrée martiale. Dans les deux cas, tout dépend de l'état qui précède le geste. L'intention organise le mouvement. Lorsque l'esprit est confus, l'entrée devient brutale. Lorsqu'il est clair, l'entrée apaise même ce qui semblait hostile. Cette dynamique dépasse largement le cadre du tatami. Entrer dans l'espace de quelqu'un est toujours un acte délicat. Dans la vie quotidienne, chacun protège son territoire, souvent sans en avoir conscience. Une parole, un regard, une présence peuvent être perçus comme une intrusion. La peur de déranger ou d'être rejeté freine l'élan. Irimi éclaire cette difficulté sous un autre angle, s'approcher sans imposer, franchir la distance sans envahir, entrer dans un monde qui n'est pas le sien sans vouloir le remodeler. L'entrée juste ne cherche pas à prendre. Elle ouvre un passage. Elle transforme la frontière en seuil. Lorsque cette compréhension s'installe, la séparation entre soi et l'autre cesse d'être un mur. Elle devient un lieu de transformation réciproque. Irimi n'est jamais une fin. Une fois l'entrée réalisée, l'espace change. Les axes se déplacent, les possibilités se multiplient. Une rotation devient possible, un pivot apparaît, une écoute s'installe. L'entrée n'est pas une prise de pouvoir, mais le commencement d'une relation nouvelle. Là où l'on attendait un affrontement, naît un mouvement partagé. Chapitre 5. Tankan, tourner son regard. Tankan est un mouvement discret. Un pivot, une rotation souple, un demi-cercle tracé par le corps. Rien de spectaculaire en apparence. Pourtant, ce geste simple ouvre une transformation intérieure profonde. Changer de direction ne concerne pas seulement l'orientation du corps, cela engage le regard, l'attention, la manière d'entrer en relation. Tankan n'est pas seulement l'art de tourner autour d'une attaque. Il est l'art de modifier l'angle sous lequel le monde est perçu. Face à une avancée directe, l'instinct pousse souvent à résister, à reculer ou à se figer. Le corps se prépare à l'opposition. Tankan propose une autre réponse. Un pas latéral s'esquisse, l'axe se déplace, la ligne centrale se réoriente. Sans rompre le contact, le regard change de direction. Ce pivot ne fuit pas la confrontation, il la transforme. L'entrée frontale devient circulation. Dans ce déplacement, quelque chose bascule. Au lieu de rester fixé sur sa propre perspective, l'attention se décale. Le mouvement de l'autre est vu autrement. Ce changement d'angle modifie immédiatement la relation. Ce qui semblait rigide devient fluide. Ce qui paraissait menaçant perd de sa dureté. La compréhension naît d'un simple déplacement, non d'une victoire. Tankan révèle qu'il est possible d'éviter la confrontation sans quitter la relation. Le lien n'est pas rompu, il est déplacé. En tournant, le corps cesse de s'opposer et commence à accompagner. L'énergie qui avançait de manière linéaire trouve une trajectoire circulaire. Rien n'est bloqué, rien n'est cassé. Le mouvement continue, mais sous une autre forme. Lorsque le pivot est juste, l'espace se transforme. Le face-à-face disparaît. Une nouvelle orientation apparaît, plus large, plus ouverte. Le contact demeure, mais la tension s'allège. Il ne s'agit ni de domination ni de soumission. Il s'agit d'une adaptation intelligente, où la fluidité prend le pas sur la force. Ce geste ne se limite pas à la pratique martiale. Dans la vie quotidienne, il existe de nombreux moments où le regard se fixe,
où une situation semble bloquée, où l'autre paraît immuable. Tankan éclaire ces instants d'une manière simple, parfois, ce n'est pas la situation qui enferme, mais l'angle depuis lequel elle est regardée. Un léger déplacement suffit alors à ouvrir un espace nouveau. Tourner n'est pas renoncer. C'est choisir de ne pas rester prisonnier d'une seule direction. Le pivot permet de rester présent sans s'endurcir, de continuer la relation sans s'enfermer dans le conflit. Ce demi-pas, presque imperceptible, transforme la dynamique entière. Là où tout semblait figé, un passage apparaît. Tankan n'est jamais une fuite. C'est une réorientation consciente. Une respiration dans le mouvement. En acceptant de changer de place, le regard s'élargit. Ce qui était invisible devient perceptible. Ce qui résistait commence à circuler. Le pivot révèle alors une vérité simple, il suffit parfois de tourner légèrement pour voir enfin. Chapitre 6. Irimi Tankan, transformer la confrontation. Irimi Tankan réunit deux gestes qui pourraient sembler contradictoires, entrer et tourner. Avancer vers l'axe de l'autre, puis changer de direction. Cette union ne forme pas une addition de mouvements, mais un seul geste continu, porté par un même souffle. Ce qui commence dans la ligne de l'attaque s'achève dans la douceur du cercle. La confrontation n'est ni évitée ni affrontée, elle est transformée. Lorsque l'attaque surgit, la réaction instinctive pousse soit à la résistance, soit au retrait. Irimi Tankan propose un autre chemin. L'entrée se fait d'abord, non pour heurter, mais pour rejoindre l'axe du mouvement adverse. Ce pas en avant ne cherche pas la domination. Il permet de percevoir l'intention, de sentir la direction, de comprendre ce qui vient. Puis, sans rupture, le corps pivote. Le cercle apparaît là où une ligne rigide semblait imposée. Ce passage de la ligne au cercle modifie entièrement la relation. L'énergie n'est ni repoussée ni absorbée. Elle est réorientée. Ce qui aurait pu devenir un choc se déploie dans une continuité fluide. La tension se dissout non parce qu'elle est niée, mais parce qu'elle trouve un autre chemin. Le mouvement change de nature sans être interrompu. Irimi Tankan révèle ainsi une vérité simple, la confrontation n'est pas une fatalité. Elle devient destructrice seulement lorsqu'elle reste figée dans un axe unique. Dès qu'un déplacement intérieur s'opère, une transformation devient possible. Entrer permet de comprendre. Tourner permet d'apaiser. L'un sans l'autre reste incomplet. Ensemble, ils ouvrent un espace où la relation peut évoluer. Dans le cadre de la pratique, ce geste s'apprend dans un environnement contenu. Le partenaire accepte l'échange, le risque est mesuré, l'écoute est possible. Peu à peu, le corps découvre un point subtil où l'attaque devient lisible. À cet endroit précis, la peur diminue. La compréhension précède l'action. Le geste devient clair, sans précipitation ni dureté. Mais cette dynamique dépasse largement le tatami. Dans la vie quotidienne, de nombreuses situations prennent la forme d'une confrontation, une parole dure, une opposition, une incompréhension. La tentation est alors de se raidir ou de se retirer. Irimi Tankan éclaire une autre possibilité. Entrer dans ce que l'autre exprime, non pour s'y perdre, mais pour en saisir le sens. Puis pivoter intérieurement afin de transformer ce qui pourrait devenir conflictuel. Ce mouvement intérieur demande à la fois courage et souplesse. Le courage d'aller vers ce qui dérange. La souplesse de ne pas rester prisonnier d'un seul angle. Lorsque ces deux qualités se rejoignent, la relation change de dynamique. La dureté se transforme en circulation. La fermeture laisse place à un passage. Irimi Tankan n'est pas une stratégie. C'est une manière d'habiter la rencontre. Il montre que la force véritable ne consiste pas à vaincre, mais à orienter autrement. En changeant l'axe, l'ensemble du mouvement se modifie. Il suffit parfois qu'un seul accepte de tourner pour que l'espace commun s'ouvre. Ainsi, l'entrée et le pivot ne sont pas deux gestes séparés. Ils forment un même acte, une même respiration. L'un engage la relation, l'autre la transforme. Là où l'on attendait une collision, apparaît un chemin. Là où la confrontation semblait inévitable, naît une possibilité nouvelle. Chapitre 7. Koki, le souffle qui relie. Avant le mouvement, avant la posture, avant même la rencontre entre deux corps, il y a le souffle. Discret, constant, souvent ignoré, il traverse la pratique sans jamais se montrer. Pourtant, c'est lui qui relie, qui stabilise, qui ouvre ou ferme l'espace intérieur. Dans l'aïkido, le souffle ne cherche pas la force. Il cherche l'accord.
Koki n'est pas une technique. Il ne s'apprend pas par imitation. Il se révèle lorsque la tension se relâche et que la tension devient plus fine. Un souffle calme installe une présence stable. Un souffle troublé fragilise le mouvement. Avant même que le geste ne se forme, la respiration indique déjà la qualité de la relation. Lorsque deux partenaires se rencontrent, leur souffle entre en résonance, consciemment ou non. Si chacun impose son rythme, le mouvement devient heurté. Si l'un force, l'autre résiste. Mais lorsqu'un accord s'installe, même discret, la relation change. Le geste devient fluide. Le contact s'adoucit. Rien n'est arraché. Tout circule. Dans la pratique, cette écoute du souffle se manifeste sans parole. Un ralentissement apparaît. Une tension se relâche. Le rythme s'ajuste. Il ne s'agit pas d'imiter la respiration de l'autre, mais de cesser de la contrarier. Lorsque le souffle devient commun, le mouvement cesse d'être un effort. Il devient une continuité. Ce lien invisible se ressent immédiatement. Une expiration libère le centre et laisse partir le geste sans dureté. Une inspiration ouvre l'espace et accueille ce qui vient. Peu à peu, le corps cesse de pousser. La respiration guide. Lorsque le souffle est juste, rien n'est à briser. La relation s'installe d'elle-même. Le souffle révèle toujours l'état intérieur. Une respiration courte indique la peur ou la tension. Une respiration ample traduit la disponibilité. Rien ne peut être dissimulé longtemps. Dans l'aïkido, cette vérité devient sensible, le souffle ne ment jamais. Il précède la chute, la prépare, l'adoucit. Il accompagne le mouvement comme une vague accompagne le rivage. Lorsque deux souffles s'accordent, la relation se transforme. Les transitions deviennent naturelles. Les gestes perdent leur dureté. La chute suit une courbe qui respire. L'ensemble du mouvement semble porté par quelque chose de plus large que la volonté individuelle. Le souffle devient alors un langage silencieux, un pont entre deux êtres. Cette réalité dépasse largement le tatami. Dans la vie aussi, le souffle indique la manière d'être en relation. Lorsque l'intérieur s'accélère, l'écoute disparaît. Lorsque le souffle se retient, le lien se ferme. Lorsqu'il s'apaise, un espace apparaît. Koki rappelle que l'harmonie ne naît pas de la force, mais du rythme intérieur. Ainsi, le souffle devient une voix. Non pour dominer, mais pour s'accorder. Non pour contrôler, mais pour relier. Là où la parole échoue, le souffle ouvre un passage. Et dans ce passage, la relation retrouve une stabilité simple, vivante, partagée. Chapitre 8. Nage, laisser partir. Nage signifie projeter, mais ce mot ne rend pas compte de la réalité du geste. Dans l'aïkido, rien n'est jeté. Rien n'est arraché. La projection n'est pas un acte de force, mais l'aboutissement d'un mouvement déjà engagé. Elle ne crée pas la chute, elle lui ouvre un passage. Une projection juste n'est jamais imposée. Elle naît d'une tension qui se défait. Dès qu'un partenaire saisit, avance ou frappe, un mouvement s'amorce en lui. Ce mouvement porte déjà sa propre direction. Nage consiste à le percevoir, à l'accompagner, puis à le laisser se déployer dans un espace où il peut se terminer sans danger. Ce qui aurait pu devenir une lutte se transforme alors en continuité. Rien n'est brisé. Rien n'est stoppé. Le mouvement va jusqu'au bout de lui-même. La projection n'est pas une victoire, c'est une résolution. Toutes les formes de nage, quelle que soit leur trajectoire, partagent cette même origine. Elles ne naissent pas d'une décision unilatérale, mais de la lecture attentive du centre de l'autre. Celui qui projette ne commande pas le mouvement, il s'y accorde. Il reçoit une dynamique, la laisse mûrir, puis la rend sous une forme qui permet la chute. Ainsi, la projection n'apprend pas à tomber par la contrainte. Elle enseigne comment tomber. Elle indique une direction sûre. Elle offre un sol possible. La chute cesse alors d'être une punition. Elle devient une réponse. Dans l'aïkido, la chute est une éducation. Elle apprend à ne pas résister inutilement. À ne pas s'agripper à ce qui a déjà commencé à céder. À se détendre au cœur même de ce qui pourrait devenir dangereux. En tombant, le partenaire abandonne ce qu'il tenait trop fort. Il découvre que la rigidité blesse, et que la souplesse protège. La dignité ne se perd pas dans la chute. Elle se déplace. Tomber ne signifie pas être vaincu, mais accepter une transition.
Le corps touche le sol, puis revient. Le mouvement se ferme sans briser ce qu'il a porté. Le souffle joue ici un rôle essentiel. Lorsque la respiration se tend, la chute devient dure. Lorsque le souffle s'ouvre, le corps se déploie naturellement. Une projection juste respecte ce rythme. Elle ne va pas contre la respiration, elle s'y inscrit. Le mouvement naît à deux, puis se sépare sans violence. Nage révèle alors une vérité simple, ce qui doit partir doit partir. Certaines tensions ne peuvent plus être portées. Certaines forces cherchent leur propre issue. Les retenir serait les rendre dangereuses. Les accompagner, c'est leur permettre de se transformer. Dans ce geste, rien n'est perdu. Ce qui tombe se libère. Ce qui s'éloigne cesse de peser. La projection devient le symbole d'un passage nécessaire, laisser se déployer ce qui ne peut plus rester contenu. Cette compréhension dépasse la pratique martiale. Dans la vie aussi, il existe des moments où accompagner un départ est plus juste que tenter de retenir. Des conflits se dissolvent lorsqu'on cesse de les maintenir. Des charges s'allègent lorsqu'on accepte de les laisser suivre leur trajectoire. Nage n'est pas faire tomber l'autre. C'est reconnaître qu'un mouvement est arrivé à son terme. C'est offrir une sortie sans humiliation. C'est laisser partir sans abandonner la présence. Chapitre 9. Les immobilisations, poser la limite sans écraser. Les immobilisations de l'aïkido surprennent souvent. À première vue, elles semblent exprimer la domination, un corps maintenu au sol, une articulation contrôlée, un mouvement stoppé. Pourtant, lorsqu'elles sont pratiquées avec justesse, elles révèlent une autre réalité. Elles ne cherchent pas à réduire l'autre. Elles indiquent une limite. Une immobilisation n'est pas une victoire. C'est un arrêt. Un instant précis où le mouvement ne peut plus continuer parce qu'il a atteint son propre seuil. Dans une immobilisation juste, la pression n'est jamais dirigée vers le bas. Rien n'est écrasé. Le maintien ne vient pas d'un poids imposé, mais d'un déséquilibre déjà présent. Le centre se déplace, l'axe se modifie, et le corps trouve naturellement le sol. La limite apparaît non parce qu'elle est imposée, mais parce qu'elle devient évidente. Une immobilisation ne fait pas mal lorsqu'elle est juste. Elle est claire. Elle montre à celui qui est maintenu que la direction qu'il suivait ne menait plus nulle part. Que son élan rencontrait une impasse. Que sa rigidité l'empêchait d'avancer davantage. La limite agit alors comme un miroir, elle renvoie à chacun sa propre intention. Dans ces instants, la relation change de nature. Il ne s'agit plus de force, mais de clarté. Celui qui maintient ne cherche pas à s'imposer. Celui qui est maintenu comprend qu'il n'y a plus rien à pousser. Le geste devient lisible, sans tension inutile, sans humiliation. La limite n'est ni punitive ni triomphante. Elle est juste. L'immobilisation exige un axe intérieur stable. Sans calme, elle devient contrainte. Sans écoute, elle devient dureté. Lorsque l'axe est posé, le maintien se fait sans colère, sans orgueil, sans crispation. La relation s'apaise au moment même où le mouvement s'arrête. Ce geste enseigne une chose essentielle, il est possible de dire « stop » sans violence. De poser une limite sans écraser. De maintenir sans réduire. La fermeté n'a pas besoin de brutalité pour être claire. Dans la vie aussi, il existe des moments où une limite doit être posée. Non pour dominer, mais pour rétablir une relation juste. Les immobilisations montrent que la limite peut être un lieu de compréhension plutôt qu'une sanction. Lorsqu'elle est posée sans dureté, elle permet à chacun de voir ce qui ne peut plus continuer. La limite n'est alors plus vécue comme une opposition extérieure. Elle est reconnue comme le point où un mouvement s'épuise par lui-même. Ce qui force se heurte à sa propre rigidité. Ce qui s'obstine rencontre sa propre impasse. Rien n'est imposé, tout est révélé. Ainsi, l'immobilisation n'est pas une fin. Elle est un éclairage. Elle enseigne qu'arrêter un mouvement peut être un acte de respect. Qu'une limite claire peut devenir un espace de transformation. Et que la véritable fermeté n'écrase jamais, elle rend visible. Chapitre 10. Se relever, la limite intérieure de la soumission. Dans la pratique de l'aïkido, il existe un moment particulier où le mouvement s'achève. Le partenaire se retrouve au sol, maintenu, immobilisé, dans cet instant précis où l'élan ne peut plus continuer. Vu de l'extérieur, ce moment pourrait ressembler à une défaite. Mais lorsqu'il est juste, il n'a rien d'une humiliation.
Il est au contraire un accord silencieux avec la réalité du mouvement. Accepter l'immobilisation ne signifie pas renoncer à soi. Cela signifie reconnaître qu'un chemin est arrivé à son terme. Jusqu'ici, le mouvement était cohérent. Au-delà, il ne l'est plus. Cette reconnaissance n'est pas imposée, elle est ressentie. Elle naît d'une évidence intérieure. Ainsi, la soumission en aïkido n'est jamais un écrasement. Elle est un accord. Un accord subtil entre deux axes, fondé sur la justesse du geste et la clarté de l'intention. Tant que la pression demeure équilibrée, tant que l'axe de celui qui maintient reste stable, tant que le souffle circule sans tension, la relation reste vraie. Mais cet accord possède une limite. Il n'est ni absolu ni infini. Il existe un seuil presque imperceptible où l'immobilisation perd sa cohérence. Une légère variation dans la respiration, une nuance dans la pression, un déplacement du centre suffisent à rompre l'équilibre. À cet instant précis, rester au sol ne serait plus un signe de justesse, mais une trahison du mouvement. Alors, il devient nécessaire de se relever. Non pour s'opposer. Non pour renverser. Non pour imposer. Se relever permet de retrouver son axe, de revenir à la vérité du centre, de préserver la relation elle-même. Ce geste n'est pas un refus. Il est une lucidité. Il reconnaît que la soumission n'a plus de fondement lorsque la cohérence disparaît. Cette capacité à se relever constitue l'un des enseignements les plus fins de l'aïkido. Elle révèle que céder est juste tant que céder reste vrai. Mais lorsque céder devient faux, se redresser devient nécessaire. Non par orgueil, mais par fidélité à ce qui est vivant. Se relever est un retour à la verticalité. Un retour à la vérité intérieure. Ce geste ne rompt pas le lien. Il le protège. Une relation authentique ne peut exister si l'un des deux demeure constamment au sol. La justesse exige que chacun puisse retrouver son axe. Cette dynamique dépasse largement le cadre du tatami. Dans la vie, il arrive d'écouter, de suivre, de se laisser guider par l'élan d'un autre. Parfois, cela est juste. Mais il arrive aussi un moment où continuer à suivre ferait perdre sa propre verticalité. Se relever alors ne signifie pas rejeter l'autre. Cela signifie rester fidèle à soi pour que la relation demeure sincère. Le relèvement dit silencieusement. L'écoute a eu lieu. L'accord a existé. Mais au-delà de cette limite, l'axe se perd. Se redresser devient alors un acte de responsabilité. Ni dureté, ni défi, ni fermeture n'y sont présents. Il s'agit d'un geste clair, posé, calme, qui affirme que la relation n'est vraie que lorsque chacun peut rester debout. Ainsi, se relever n'est pas rompre. C'est maintenir vivant. C'est rappeler que l'harmonie n'est jamais une soumission prolongée, mais un équilibre sans cesse renouvelé. Un équilibre où la fidélité à l'autre ne se fait jamais au prix de la fidélité à soi. Chapitre 11. Omote et Ura, avancer ou accueillir. Dans l'aïkido, certains termes semblent techniques mais désignent en réalité une compréhension beaucoup plus large du mouvement et de la relation. Omote et Ura en font partie. À première vue, ils indiquent deux directions possibles. Mais dans la pratique, ils révèlent surtout deux manières d'habiter l'instant, avancer ou accueillir. Omote se manifeste lorsque le mouvement se place en avance. L'entrée se fait avant que l'autre n'ait pleinement exprimé son intention. Une direction est proposée, un espace s'ouvre, une forme apparaît. Ce geste n'a rien d'une domination. Il est clair. Il donne une orientation claire lorsque le moment l'exige. Avancer devient alors une manière de soutenir la relation en lui offrant une structure. Ura, à l'inverse, apparaît lorsque le mouvement se place en léger retrait. L'entrée se fait après. Le geste accompagne ce qui a déjà commencé. L'espace est laissé ouvert afin que l'intention de l'autre puisse se révéler. Ura n'est pas une fuite. C'est une disponibilité attentive. Accueillir devient alors une manière de respecter le rythme de ce qui vient. Omote et Ura ne s'opposent pas. Ils se complètent. Ils sont les deux battements d'un même souffle. L'un n'existe pas sans l'autre. Il y a des instants où avancer est juste. L'élan est nécessaire, la clarté attendue, l'initiative soutient la relation. Et il y a d'autres instants où accueillir est plus juste. Le silence précède le geste, l'écoute précède l'action, la patience ouvre un passage que la force fermerait. Dans la pratique, cette lecture du moment est constante. Lorsqu'une hésitation apparaît, avancer peut aider à retrouver un axe. Lorsqu'une rigidité se manifeste, accueillir permet de détourner l'élan sans le briser.
Aucun choix n'est figé. Chaque mouvement répond à une situation précise, jamais à une règle immuable. Cette intelligence du moment dépasse le cadre du tatami. Dans la vie aussi, certaines situations demandent d'entrer avant que l'espace ne se ferme, tandis que d'autres exigent d'attendre que l'autre exprime ce qu'il porte. Certaines paroles doivent être dites sans délai. D'autres doivent naître d'un silence respecté. Certaines décisions demandent l'élan. D'autres réclament la patience. Omote Ura montre que l'harmonie ne réside pas dans le geste lui-même, mais dans le moment où il est posé. Un mouvement juste à contretemps devient dur. Un geste simple, posé au bon instant, devient fluide. Ce n'est pas l'intensité qui fait la justesse, mais l'accord avec le temps. Ainsi, avancer et accueillir deviennent deux manières de préserver la relation. Offrir l'initiative lorsque l'espace le demande. Offrir l'écoute lorsque le moment l'exige. Aucun des deux n'est supérieur. Tous deux sont des réponses possibles à une même exigence, rester accordées à ce qui est vivant. Omote Ura enseigne alors une chose essentielle, le mouvement juste n'est ni celui que l'on préfère, ni celui que l'on maîtrise le mieux. C'est celui que la situation appelle. Lire cet appel, y répondre sans retard ni précipitation, voilà ce qui transforme le geste en relation. Chapitre 12. La fluidité, aller vers le mouvement qui respire. Au commencement de la pratique, le mouvement apparaît fragmenté. Le corps avance par morceaux, comme si chaque partie agissait séparément. Une main d'abord, puis un pied, puis un pivot, sans que l'ensemble ne se rassemble encore dans une seule intention. Le geste se construit par étapes disjointes, l'attention se crispe légèrement, et la pratique ressemble à une succession d'essais qui ne se rejoignent pas. Le corps bouge, mais il ne respire pas encore d'un seul souffle. Puis, lentement, quelque chose se transforme. Ce changement ne vient pas d'une maîtrise nouvelle, mais d'un relâchement intérieur. Une douceur discrète s'installe dans le geste. Cette douceur n'est pas une faiblesse, elle est l'abandon d'une tension inutile. Les ruptures diminuent, les hésitations se dissipent, et le corps cesse de lutter contre lui-même. Sans effort ajouté, le mouvement commence à se dérouler dans une continuité nouvelle. La fluidité n'est ni une vitesse ni une performance. Elle n'est pas une virtuosité. Elle est une manière d'être. Elle apparaît lorsque le mouvement est laissé libre de suivre sa forme naturelle, sans être retenu ni interrompu. La relation cesse alors d'être une réponse à une attaque. Elle devient une circulation. Le contrôle se transforme en écoute. La technique n'est plus fabriquée, elle émerge comme un prolongement naturel de ce qui se joue entre deux présences. Lorsque cette continuité s'installe, l'unité devient sensible. Le pas, la hanche, le souffle et l'attention avancent ensemble. Il n'y a plus de gestes successifs, mais un déplacement unique qui se déploie sans rupture. Le mouvement ne force rien. Il suit sa pente. Il trouve sa voie dans l'espace disponible. Cette fluidité est immédiatement perceptible par le partenaire. Le contact change de qualité. Il n'y a plus de pression imposée, mais un portage discret. La relation devient douce sans perdre en efficacité. Le geste juste n'a pas besoin de s'affirmer, il s'impose par sa cohérence. Avec le temps, il apparaît que la rigidité n'est presque jamais corporelle. Elle est intérieure. La peur durcit. L'anticipation coupe. La volonté excessive fragmente. La pratique révèle alors une évidence simple, un mouvement continu porte plus loin qu'un mouvement fort. Une intention souple ouvre plus d'espace qu'une intention serrée. Une respiration calme peut guider l'ensemble du geste. L'aïkido devient ainsi un miroir silencieux. Il met en lumière les ruptures intérieures, les pensées qui précèdent le corps, les réactions trop rapides, les attentes qui interrompent la relation avant qu'elle ne s'établisse. Peu à peu, sans effort volontaire, ces coupures se relâchent. Une autre manière de se mouvoir apparaît. Ce qui est fluide dure. Ce qui est rigide se brise. La fluidité n'est pas une technique à acquérir. Elle est une disposition intérieure. Elle permet d'être traversée sans être emportée, de répondre sans s'opposer, de rester présent sans se fermer. Le mouvement cesse d'être un affrontement. Il devient un dialogue silencieux. Lorsque le geste respire, la relation devient vraie. Il n'y a plus de lutte contre ce qui vient, ni d'abandon à ce qui déborde. Il y a une continuité vivante, capable de s'adapter sans se perdre. La fluidité révèle alors la profondeur la plus discrète de la pratique, apprendre à laisser circuler sans rompre, à accueillir sans se soumettre, à transformer sans briser. Chapitre 13.
La rencontre, l'autre comme chemin intérieur. L'aïkido n'est jamais un mouvement solitaire. Même le geste le plus juste n'existe que parce qu'un autre est là pour le recevoir. La relation n'est pas un cadre autour de la technique, elle en est la substance même. Chaque contact, chaque saisie, chaque déplacement est un dialogue silencieux où deux présences se rencontrent, s'ajustent et se transforment. Lorsque l'autre avance, saisit ou projette une intention, il ne donne pas seulement une attaque. Il ouvre un accès. Accès à son énergie, à son rythme, à ses tensions, à sa manière de respirer et d'habiter l'espace. Et dans cette ouverture, sans intention particulière, il donne aussi accès à ce qui se tient en face de lui. La rencontre révèle alors une réalité profonde, on ne découvre jamais l'autre sans se découvrir en même temps. Ce qui apparaît dans la relation n'est jamais neutre. La rigidité appelle la rigidité. La peur réveille la peur. La douceur ouvre la douceur. La justesse invite à la justesse. L'autre devient un miroir vivant, non par volonté, mais par simple présence. La rencontre en aïkido ne cherche jamais à imposer. Elle cherche à comprendre. Elle entre dans le mouvement de l'autre sans le briser. Elle reconnaît son élan sans s'y soumettre. L'un offre une direction, l'autre offre un engagement. Il n'y a ni vainqueur ni vaincu, mais une coopération silencieuse où quelque chose de vrai peut apparaître. Lorsque l'autre est rigide, il révèle ce qui, en face, ne sait pas encore céder. Lorsqu'il est souple, il montre là où l'écoute peut s'approfondir. Lorsqu'il avance trop vite, il met à l'épreuve la stabilité intérieure. Lorsqu'il hésite, il demande une présence plus claire. Ainsi, la rencontre devient une pédagogie. Un miroir. Un lieu de croissance. Cette vérité dépasse largement le tatami. Dans la vie aussi, chaque relation agit comme un révélateur. Certaines rencontres redressent. D'autres obligent à tourner. D'autres encore imposent un arrêt pour que quelque chose puisse être vu. Il n'existe pas de rencontre insignifiante, chacune met en lumière un point de l'être qui demande à être reconnu. L'aïkido révèle alors une évidence discrète, toute relation est un chemin intérieur. Chaque interaction ouvre un espace où quelque chose peut se transformer, à condition de rester présent et disponible. La rencontre n'est pas un obstacle à franchir, mais un passage à habiter. Dans cette perspective, l'autre cesse d'être perçu comme une menace ou une contrainte. Il devient un partenaire de révélation. Non parce qu'il enseigne volontairement, mais parce que sa simple présence fait apparaître ce qui, en soi, était encore invisible. Rencontrer, dans l'aïkido, ne signifie ni se perdre ni se défendre. Cela signifie rester ouvert sans se dissoudre, accueillir sans disparaître, écouter sans abandonner son axe. La relation juste naît de cet équilibre délicat entre présence et disponibilité. Ainsi, la rencontre devient une voie. Une voie où l'on apprend que l'harmonie ne consiste pas à éviter l'autre, mais à le reconnaître à la juste distance. Une voie où l'on découvre que l'autre n'est pas un empêchement, mais un chemin intérieur offert. Chapitre 14. L'axe, tenir son être dans le mouvement. Il arrive un moment dans la pratique où la posture ne suffit plus. Le corps est droit, le geste est correct, la forme est respectée et pourtant quelque chose vacille. Ce n'est plus une question de placement, ni d'alignement visible. C'est autre chose qui est mis à l'épreuve. À ce stade, l'aïkido ne demande plus seulement de se tenir correctement, mais de tenir intérieurement. La posture peut être apprise. L'axe, lui, se révèle lorsque la posture ne protège plus. Il apparaît dans ces instants où le mouvement devient incertain, où la relation se tend, où aucune technique ne vient soutenir ce qui se joue. Le corps peut rester droit, mais l'être, lui, peut déjà s'être déplacé. L'axe est précisément ce qui empêche ce déplacement intérieur. Tenir son axe, ce n'est pas résister. Ce n'est pas se raidir. Ce n'est pas s'imposer. C'est demeurer. Demeurer présent lorsque l'autre pousse plus fort que prévu. Demeurer clair lorsque la relation devient confuse. Demeurer fidèle lorsque la situation invite à se disperser. L'axe ne se voit pas toujours. Il se sent. Il se reconnaît à la manière dont le souffle reste posé même quand le geste hésite, à la manière dont le regard ne fuit pas même quand l'équilibre est menacé, à la manière dont le corps accepte de bouger sans perdre son centre intérieur. Lorsque l'axe est là, le mouvement peut traverser sans emporter. Lorsqu'il manque, la posture devient une façade. Avec le temps, on découvre que cet axe ne concerne pas seulement le corps. Il traverse la parole, le silence, la décision,
latente. Il permet de rester engagé sans se dissoudre, ouvert sans se perdre, ferme sans se durcir. Dans la relation, cette qualité est immédiatement perceptible. Une présence tenue apaise sans expliquer. Une présence vacillante inquiète sans raison apparente. Rien n'est dit, mais tout est ressenti. L'axe devient alors un langage silencieux, plus fiable que toute intention affichée. L'aïkido enseigne que cet axe ne s'acquiert pas par accumulation. Il se révèle lorsqu'on cesse de se soutenir par l'extérieur. Lorsqu'il n'y a plus rien à montrer, plus rien à prouver, plus rien à corriger, seulement quelque chose à habiter. Tenir son axe, c'est accepter d'être là sans protection. Sans posture à exhiber. Sans technique à invoquer. C'est rester debout intérieurement lorsque plus rien n'assure l'équilibre. Et c'est peut-être là que la pratique quitte définitivement le domaine du geste pour devenir une manière d'exister. Chapitre 15. La respiration, ce qui relie les deux mondes. Dans l'aïkido, il existe un mouvement invisible qui soutient tous les autres. Il ne se voit pas, ne se corrige pas directement, et pourtant il conditionne tout. Avant l'entrée, avant la projection, avant même l'intention claire, il y a la respiration. Sans elle, la technique devient sèche. Le geste se fragmente, la relation se tend, le mouvement perd sa continuité. Avec elle, tout s'unifie. Le corps cesse de forcer. L'action cesse d'être fabriquée. Le mouvement devient vivant. La respiration dont il est question ici n'est pas le souffle partagé qui relie deux partenaires. Ce souffle-là unit les rythmes, ajuste la relation, accompagne l'échange. La respiration intérieure est d'un autre ordre. Elle relie l'être à lui-même. Elle établit un lien entre ce qui se vit à l'intérieur et ce qui s'exprime à l'extérieur. Au début de la pratique, cette respiration est souvent dispersée. Elle reste haute, rapide, instable. Elle se coupe au milieu d'un déplacement, se bloque avant une entrée, se fige au moment décisif. Le corps agit, mais l'intérieur n'est pas encore rassemblé. Le geste existe, mais il manque d'unité. Puis, sans événement particulier, quelque chose se déplace. La respiration descend. Elle s'installe plus bas, plus profondément. Elle cesse d'accompagner le geste pour le précéder. À partir de là, la pratique change de nature. Le mouvement devient plus simple, plus rond, plus stable. L'énergie n'est plus poussée, elle circule. Lorsque la respiration se place juste, le mouvement ne vient plus seulement des membres. Il naît d'un point plus profond, silencieux, stable. Le corps avance sans effort inutile. Les tensions superflues se dissolvent. Une unité apparaît que la force ne pourrait jamais produire. Une respiration trop haute agite l'esprit. Une respiration trop basse affaisse le corps. Une respiration juste relie les deux. Elle devient un fil discret entre l'intention et l'action, entre la décision et le geste, entre ce qui est ressenti et ce qui est exprimé. Elle permet d'entrer avec précision, de projeter avec douceur, d'accueillir sans être envahi, de rester présent sans se perdre dans le mouvement. Sur le tatami, il apparaît clairement que l'élan ne vient pas de la contraction, mais de l'expiration, et que la stabilité ne vient pas de la résistance, mais de l'inspiration. La respiration accompagne la spirale, libère le bras, guide la hanche, soutient le centre. Elle donne au geste une continuité que le corps seul ne pourrait maintenir. Cette réalité se prolonge naturellement hors du dojo. La respiration révèle la manière d'agir dans la vie. Elle se modifie avec la peur, la colère, l'élan ou la joie. Lorsque le souffle se calme, la pensée s'éclaire. Lorsque la respiration se stabilise, l'action devient plus juste. Peu à peu, la respiration cesse d'être un simple phénomène physiologique. Elle devient un repère intérieur. Un lieu où l'on revient lorsque tout s'agite. Un espace entre l'action et la réaction. Un point d'équilibre où l'être peut se rassembler avant de se déployer. Ainsi, la respiration relie ce qui semblait séparé. Elle relie l'axe au mouvement. Elle relie le pratiquant à son geste. Elle relie l'aïkido à sa profondeur la plus simple. Invisible, elle soutient tout. Silencieuse, elle unifie. Lorsqu'elle est juste, le mouvement n'a plus besoin d'être dirigé, il sait où aller. Chapitre 16. Le centre, le lieu d'où naît le mouvement juste. Il existe dans l'aïkido un lieu dont on ne parle presque pas lorsqu'on débute, et qui finit pourtant par devenir la clé de tout. Ce lieu n'est ni une technique, ni une posture, ni un déplacement visible. Il ne se montre pas, ne s'impose pas,
et pourtant il conditionne chaque geste, c'est le centre. Lorsque le centre est présent, le mouvement devient simple. Il n'a plus besoin d'être fabriqué, ni corrigé sans cesse, ni soutenu par une tension. Il se déploie comme si le corps savait soudain où aller. Lorsque le centre s'efface, au contraire, tout se complique, le geste se fragmente, l'intention se disperse, la relation devient heurtée. Le corps compense, force, s'agite, et l'on sent que quelque chose manque, même si la forme paraît correcte. Le centre se situe dans le ventre, au niveau du séca tendine, mais il ne se réduit pas à un point anatomique. Il désigne une qualité de présence, l'endroit intérieur où l'être se rassemble, où l'attention cesse de se disperser, où le souffle trouve sa profondeur naturelle. On peut être debout sans être centré. On peut être bien placé sans être rassemblé. Et l'on découvre alors que la justesse ne vient pas seulement de la tenue extérieure, mais de cette source silencieuse d'où naît le mouvement. Quand le centre est là, le geste ne part plus des épaules, ni des bras, ni de l'effort. Il part d'un lieu plus profond. Le déplacement devient rond. La hanche guide sans dureté. Le regard se stabilise sans rigidité. La respiration descend sans qu'on la force. La technique cesse d'être un assemblage de détails, elle devient une continuité. On ne cherche plus à contrôler l'autre, on cherche à rester dans un point intérieur qui permet de répondre sans se perdre. Cette réalité se sent immédiatement dans la relation. Un partenaire centré n'a pas besoin de puissance apparente. Il n'écrase pas, ne tire pas, ne pousse pas. Il se contente d'être présent dans un lieu stable, et cette stabilité modifie l'espace. L'autre ne perçoit pas une contrainte, il perçoit une évidence. Le mouvement devient lisible, guidé, apaisé. À l'inverse, lorsqu'il n'y a plus de centre, l'action devient nerveuse, elle cherche à réussir au lieu de laisser le geste se produire. La relation se ferme, même sans intention agressive, simplement parce que la présence n'est plus posée. Le centre transforme alors la manière de rencontrer. Sans centre, la réaction domine, on anticipe, on résiste, on se défend trop vite, on se précipite dans la technique. Avec centre, une réponse devient possible, non pas une réponse mentale, mais une réponse du corps unifié, du souffle posé, de l'intention simple. Dans ce passage, quelque chose change, la relation devient vraie, parce qu'elle ne dépend plus de la force, ni de la vitesse, ni de la réussite technique, mais d'une présence stable qui accueille sans s'effacer. Ce centre n'est pas un état acquis une fois pour toutes. Il se perd et se retrouve. Il se perd dans la peur, dans la précipitation, dans l'excès de volonté. Il se retrouve dans la simplicité, dans le souffle, dans l'acceptation de l'instant. Être centré ne signifie pas être immobile, cela signifie demeurer intérieur tout en restant disponible. Cela signifie tenir un point de rassemblement qui permet à la relation de se déployer sans débordement, à la rencontre d'exister sans confusion, au mouvement de naître sans violence. Lorsqu'il devient vivant, le centre révèle la profondeur de la voie. L'aïkido cesse d'être une suite de techniques et devient un apprentissage du retour, retour à un lieu intérieur où l'on ne se disperse plus, retour à une présence qui n'a pas besoin d'être prouvée, retour à une stabilité qui rend possible la douceur. C'est à partir de ce point que la pratique se simplifie réellement, non parce que les gestes sont plus faciles, mais parce qu'ils naissent enfin du lieu juste. Chapitre 17. Le regard, voir sans juger, voir pour comprendre. Dans l'aïkido, avant même que le corps ne bouge, il existe un geste invisible qui oriente tout, le regard. Il est le premier lien, la première ouverture, la première manière d'entrer en relation. Avant la saisie, avant le pas, avant l'engagement du corps, le regard dit déjà comment la rencontre va se dérouler. Il précède le geste comme l'aube précède le jour, et c'est souvent lui qui décide si le mouvement sera juste ou déjà faussé. Dans la pratique, le regard n'est jamais là pour surveiller ni pour anticiper l'attaque. Il n'est pas un outil de contrôle, ni un moyen de prendre l'avantage. Il n'est pas là pour juger, ni pour réduire l'autre à une intention. Regarder, dans l'aïkido, signifie reconnaître ce que l'autre exprime, tel que cela se présente, sans le durcir par une interprétation trop rapide. Voir, ce n'est pas analyser, voir, ce n'est pas prévoir, voir, c'est accueillir ce qui est là. Un regard juste n'est jamais dur. Il ne s'impose pas, il n'écrase pas l'espace, il ne fixe pas pour contraindre. Il reste ouvert, calme, disponible. Il éclaire sans percer, accompagne sans envahir. Lorsque le regard est posé de cette manière, le corps peut rester libre, car il n'a plus besoin de compenser une tension intérieure née de la peur ou de l'anticipation. Au début de la pratique, le regard est souvent trop étroit.
Il se fixe sur une main, un poignet, une épaule. Le mouvement est alors découpé en fragments, et cette fragmentation se transmet immédiatement au corps. Le geste devient hésitant, le souffle se raccourcit, l'attention se crispe. En voulant trop voir, on ne voit plus l'ensemble, et le mouvement perd sa continuité avant même de commencer. Avec le temps, le regard change. Il s'élargit naturellement. Il cesse de s'accrocher à une partie du corps pour embrasser la totalité du déplacement. Il devient plus large que l'attaque, plus large que la technique, plus large même que l'intention immédiate. Le regard n'est plus un point précis, il devient un espace dans lequel le mouvement peut se déployer sans contrainte. Lorsque le regard s'ouvre ainsi, le geste s'apaise. Lorsque le regard se contracte, la technique se brise avant de naître. Dans l'aïkido, regarder l'autre ne signifie jamais le pénétrer ni le défier. Un regard juste respecte la distance, laisse de la place, reconnaît la présence sans la menacer. Il n'envahit pas, il n'oppose pas, il ne cherche pas à réduire. Il crée les conditions d'une relation où chacun peut rester présent sans se durcir. Dans la vie, cette qualité de regard transforme profondément la relation. Un regard fermé installe la méfiance, un regard trop intense crée la tension, un regard absent engendre la distance. Mais un regard clair, posé, tranquille permet la rencontre. L'aïkido enseigne ainsi que regarder l'autre n'est pas chercher à le devancer, mais accepter de le voir tel qu'il est, dans l'instant. Et lorsque l'autre est vu sans jugement, le geste qui suit devient naturellement juste, parce qu'il naît d'une perception vraie. Le regard devient alors ce qu'il doit être, non pas un outil, mais une présence. Chapitre 18. La distance, l'espace où la relation respire. Dans l'aïkido, la distance n'est jamais un simple écart entre deux corps. Elle est un espace vivant, un lieu subtil où la relation prend forme avant même que le mouvement ne commence. Cet espace, que l'on apprend à sentir plutôt qu'à mesurer, conditionne la justesse de chaque geste. Trop loin, la relation se défait avant d'avoir existé. Trop près, elle se contracte et devient dure. Entre les deux, il existe un lieu précis où le mouvement peut naître sans heurts, où chacun peut rester présent sans envahir l'autre. La distance juste n'est ni une prudence excessive ni une proximité forcée. Elle est un accord silencieux entre deux présences. Dans cet espace, l'intention de l'autre devient lisible sans être menaçante, et la réponse peut se former sans précipitation. Le geste n'a plus besoin d'être arraché, il trouve naturellement sa place parce que l'espace l'autorise. Lorsque l'on débute, cette distance est difficile à percevoir. On s'approche trop vite, par désir de faire, de corriger, de maîtriser, et l'on pénètre dans l'espace de l'autre avant d'avoir trouvé le sien. Ou bien l'on reste trop loin, par crainte du contact, par hésitation, par manque de stabilité intérieure, et l'on se retire du mouvement avant même qu'il ne commence. Dans les deux cas, la relation se désaccorde, et la technique perd sa cohérence. Avec le temps, la distance cesse d'être une position fixe. Elle devient un ajustement permanent, sensible au moindre déplacement, au moindre souffle, à la moindre variation d'intention. Elle se transforme en dialogue silencieux. Le corps apprend à écouter l'espace autant que le partenaire, et cette écoute permet au mouvement de rester fluide sans devenir flou. Lorsque la distance est juste, la force devient inutile. Le geste n'a plus besoin d'être poussé ni retenu. L'énergie circule parce que l'espace la laisse circuler. La relation respire parce que chacun peut respirer en elle sans se défendre. La distance n'est plus une séparation, mais une condition de la rencontre. Dans la vie, cette compréhension se prolonge naturellement. Être trop loin, c'est perdre la chaleur du lien. Être trop près, c'est risquer la confusion ou l'emprise. La distance juste n'est pas un compromis intellectuel, mais une forme de respect vivant. Respect de soi, parce que l'on ne s'efface pas, respect de l'autre, parce que l'on ne l'envahit pas, respect de l'espace entre les deux, parce que c'est là que la relation peut exister. Lorsque la distance est juste, la relation respire. Et lorsque la relation respire, le mouvement devient possible sans violence, sans tension, sans rupture. C'est dans cet espace discret, presque invisible, que l'aïkido révèle une fois de plus sa nature profonde, non pas un art de contraindre, mais un art de laisser vivre la relation dans sa juste mesure. Chapitre 19. Le rythme, l'alternance silencieuse qui guide le mouvement. Dans l'aïkido, il n'y a pas seulement la direction, la distance ou la posture. Il existe quelque chose de plus discret encore, presque invisible, mais qui gouverne tout ce qui circule entre deux corps, le rythme. Le rythme n'est pas la vitesse. Il n'est ni le fait d'aller vite ni celui d'aller lentement.
Il est la qualité de l'alternance, ce va-et-vient subtil entre l'élan et la retenue, entre l'écoute et l'action, entre l'intérieur et l'extérieur. Chaque technique est traversée par cette alternance. Il y a un moment où l'on avance, un moment où l'on accueille, un moment où l'on tourne, un moment où l'on laisse revenir. Lorsque cette alternance est rompue, le geste se durcit ou se vide. Lorsque le rythme est trop rapide, le mouvement devient brusque, heurté, sans respiration. Lorsqu'il est trop lent, il se dilue, perd son axe et s'éteint. Le rythme juste est celui où le corps et l'esprit avancent ensemble, sans précipitation et sans inertie. Au début de la pratique, le rythme est rarement juste. On avance trop vite par crainte de manquer le moment, par désir de faire, par peur de ne pas être à la hauteur. Le geste déborde alors l'intention, la relation se casse, et la technique devient une succession d'actions sans continuité. À l'inverse, on hésite parfois trop longtemps. Le moment passe, l'énergie se dissipe, et le mouvement devient flou, sans engagement réel. Avec le temps, une compréhension plus fine apparaît. Le rythme ne vient pas uniquement de soi. Il naît de l'espace entre les deux partenaires. Il se forme à partir du souffle, de la distance, de l'intention qui se manifeste. Il devient une écoute. Lorsque l'autre avance, on accueille. Lorsqu'il ralentit, on s'ajuste. Lorsqu'il accélère, on s'accorde. Il ne s'agit jamais de copier le rythme de l'autre, mais de trouver une mesure commune où le mouvement devient partagé. Ce rythme n'est pas imposé. Il n'est pas décidé à l'avance. Il apparaît lorsque la relation est réellement présente. Dans cet état, le geste devient simple, presque évident. Le corps ne force plus, l'esprit ne précède plus le mouvement, et la technique se déroule comme une respiration qui a trouvé sa cadence naturelle. Dans la vie, cette compréhension se prolonge de la même manière. Parler trop vite, c'est brusquer. Parler trop lentement, c'est perdre le lien. S'approcher trop vite de l'autre, c'est envahir. S'approcher trop lentement, c'est laisser la relation s'éteindre. Le rythme juste permet la rencontre sans l'écraser et la distance sans la rompre. L'aïkido révèle ainsi que le rythme n'est pas une donnée extérieure. Il est une qualité intérieure, une capacité à sentir le moment, à respecter le souffle de la situation, à répondre sans réagir. Lorsque ce rythme est juste, la technique cesse d'être un enchaînement d'actions. Elle devient un mouvement vivant, porté par une alternance naturelle où l'on entre et où l'on revient, où l'on agit et où l'on écoute, sans jamais perdre la continuité de la relation. Chapitre 20. L'intention, ce qui commence avant le geste. Dans l'aïkido, le mouvement ne naît jamais au moment où il devient visible. Il apparaît lorsqu'il se manifeste, mais il commence bien avant, dans un point intérieur encore informe, silencieux, où rien n'a pris corps et où pourtant tout est déjà engagé. Ce point est celui de l'intention. L'intention n'est pas une décision mentale ni un projet formulé. Elle est un état intérieur, une direction profonde où le centre, la respiration, le regard et le moment s'accordent avant même que le corps ne réponde. Un geste juste n'est jamais un hasard. Il est toujours l'émanation d'une intention juste. Lorsque l'intention est absente ou confuse, le mouvement flotte, se disperse, se fragmente. Le corps agit, mais il n'est pas guidé. La relation existe, mais elle n'est pas tenue. À l'inverse, lorsqu'une intention claire est posée, même un mouvement simple devient cohérent, nécessaire, presque inévitable. Au début de la pratique, cette intention est rarement stable. On veut bien faire, comprendre, réussir, et ce vouloir excessif disperse l'élan intérieur. L'intention se divise entre plusieurs directions, le bras, le pied, la peur de se tromper, le désir de maîtriser. Le geste naît alors d'un lieu fragmenté, et la relation perd sa lisibilité. Rien n'est réellement faux, mais rien n'est vraiment juste. Avec le temps, quelque chose se simplifie. L'intention cesse d'être une tension tournée vers le résultat. Elle devient une ligne intérieure, calme et continue, qui relie naturellement l'intérieur au geste. Elle ne cherche plus à prendre ni à imposer. Elle se pose simplement dans ce qui est juste à l'instant. Une intention véritable n'est jamais agressive. Elle n'est ni une pointe ni une pression. Elle est une ouverture intérieure qui rend le mouvement possible sans dureté. Dans la relation, cette intention est perçue immédiatement. Avant même le contact, avant la saisie ou le déplacement, l'autre sent si l'intention est claire ou confuse, ouverte ou fermée. Elle se lit dans la respiration, dans le regard, dans la distance, dans la manière d'entrer dans l'espace. L'intention ne se cache pas. Elle traverse le geste avant qu'il ne prenne forme.
Une intention confuse engendre un mouvement confus. Une intention claire engendre un mouvement clair. Et lorsque l'intention est juste, la relation elle-même devient juste, sans effort supplémentaire. Le geste ne force rien, il s'inscrit naturellement dans ce qui est déjà en place. Dans la vie, ce principe se vérifie de la même manière. Une parole porte toujours l'intention qui l'a précédée. Un silence aussi. Une action, même minime, révèle l'état intérieur dont elle est issue. L'être humain perçoit l'intention avant la forme, même lorsqu'il ne peut pas la nommer. L'aïkido enseigne ainsi que l'intention doit être une ouverture et non une tension, une orientation et non une contrainte. Lorsqu'elle se pose juste, tout le reste s'aligne sans effort, le rythme, la distance, le geste, la relation. Le mouvement n'a alors plus besoin d'être corrigé. Il suit simplement la direction intérieure qui l'a précédé. Lorsque l'intention commence juste, le mouvement trouve naturellement sa fin. Chapitre 21. La disponibilité, accueillir ce qui vient sans s'y perdre. Dans l'aïkido, il existe une qualité si discrète qu'elle passe souvent inaperçue, et pourtant elle conditionne tout, la disponibilité. Être disponible ne signifie pas être passif ni attendre que l'autre agisse pour réagir ensuite. La disponibilité est une ouverture intérieure qui permet au geste juste de naître au moment juste. Elle est une présence qui ne se projette pas dans ce qu'elle veut faire, mais qui accueille pleinement ce qui se présente. Lorsque l'on débute, on cherche presque toujours à prévoir. On imagine ce que l'autre va faire, on anticipe la saisie, on prépare une réponse avant même que le mouvement n'existe. Mais la réalité ne suit jamais ces scénarios. La vitesse est différente, l'angle change, l'intention se modifie, et l'esprit qui voulait anticiper se trouve soudain décalé. Le geste se fige ou se durcit, non parce que la technique est mauvaise, mais parce que l'intérieur voulait imposer une forme à un mouvement qui n'était pas encore né. La disponibilité, elle, ne se brise pas. Elle se transforme. Elle ne cherche pas à savoir à l'avance, elle reste prête à répondre. Être prêt ne signifie pas connaître ce qui va arriver, mais être capable d'accueillir ce qui arrive sans perdre son axe. Cela demande une stabilité intérieure plus grande que la rigidité, car un centre tendu se ferme, tandis qu'un centre posé peut recevoir. Sur le tatami, cette qualité se manifeste dans des détails presque imperceptibles. Lorsque le partenaire accélère, on ne se crispe pas. Lorsqu'il ralentit, on n'impose rien. Lorsqu'il change d'angle, on ajuste. Lorsqu'il modifie son intention, on écoute. La disponibilité est un geste silencieux qui dit simplement « je suis là ». Ni en avance, ni en retrait. Dans la vie, la même dynamique s'observe. Trop d'attentes figent les situations. Trop de projets préconçus ferment la relation. Les échanges deviennent rigides non parce que l'autre est difficile, mais parce que l'on n'est plus disponible à ce qui se présente réellement. Être disponible n'est pas renoncer à soi, mais renoncer à l'idée que la réalité devrait se conformer à ce que l'on avait prévu. La disponibilité ouvre un espace où l'autre peut exister sans envahir, et où l'on peut répondre sans se perdre. Elle accepte que le réel tienne parfois mieux debout que nos plans. Elle permet au mouvement de naître au lieu de le fabriquer. Et c'est souvent dans cette ouverture que se révèle l'aïkido le plus juste, celui qui ne cherche pas à créer la situation, mais à entrer pleinement dans celle qui se présente. Chapitre 22. L'adaptabilité, changer sans se perdre. Dans l'aïkido, rien n'est jamais fixe. Aucun mouvement ne se répète à l'identique, aucune situation ne se présente deux fois de la même manière. Chaque attaque, chaque souffle, chaque intention modifie le geste. L'adaptabilité n'est donc pas une qualité ajoutée à la pratique, elle en est la condition même. Être adaptable ne signifie pas devenir flou, malléable ou indécis. Ce n'est pas se dissoudre dans l'autre ni renoncer à sa propre direction. C'est au contraire conserver son axe tout en acceptant que la forme change. L'intention demeure, mais son expression s'ajuste à ce que la réalité propose à chaque instant. Dans la pratique, cette adaptabilité apparaît partout. Le partenaire avance plus vite que prévu, le déplacement se raccourcit. Il saisit plus haut, la spirale s'élargit. Il modifie son angle, la projection se transforme. Rien n'est prémédité, et pourtant rien n'est confus. Le mouvement ne naît plus d'un modèle appris, mais de la relation réelle qui se crée à cet instant précis. Lorsque l'on débute, cette plasticité inquiète. On voudrait reproduire la technique telle qu'on l'a apprise, comme si la forme devait s'imposer au réel. Le geste se fige alors, le souffle se bloque, et le mouvement perd sa vie. Peu à peu, une évidence apparaît,
la technique ne devient juste que lorsqu'elle accepte de changer. Elle ne respire que lorsqu'elle s'adapte. Cette transformation n'est possible que si quelque chose demeure stable. L'adaptabilité n'est pas un abandon, mais un ajustement permanent autour d'un centre posé. Elle dit silencieusement à l'autre, « Je ne te force pas à entrer dans ma forme, je laisse ma forme rencontrer la tienne. » Dans cet échange, personne ne disparaît. La relation révèle ce qui est vivant chez chacun. Dans la vie, cette même dynamique est à l'œuvre. L'adaptabilité permet de changer de mot sans trahir ce que l'on porte, de modifier son rythme sans perdre sa direction, d'évoluer sans se renier. Elle n'est pas une faiblesse, mais le signe d'une stabilité profonde. Seul ce qui est solidement ancré peut se transformer sans se fragmenter. Être adaptable, c'est pouvoir changer sans se perdre. C'est répondre à ce qui vient sans se dissoudre. C'est accepter que la forme se transforme pour que l'essentiel demeure. Dans l'aïkido comme dans la vie, l'adaptabilité ouvre un espace où chaque variation devient relation, où chaque ajustement devient mouvement, et où le changement cesse d'être une menace pour devenir une continuité. Chapitre 23. Le relâchement, laisser tomber ce qui nous retient. Dans l'aïkido, on découvre très vite que l'obstacle principal au mouvement n'est pas la force de l'autre, mais la tension que l'on porte en soi. La tension durcit le geste, bloque la hanche, fige le centre et coupe la respiration. Elle transforme ce qui pourrait être fluide en une suite d'efforts discontinus. Elle ferme l'espace avant même que la relation n'ait eu le temps de s'ouvrir. Le relâchement n'est pourtant pas un abandon. Il ne consiste ni à se ramollir, ni à se dissoudre, ni à perdre sa présence. Relâcher, c'est cesser de retenir ce qui empêche le mouvement de circuler librement. C'est une détente profonde, intérieure, qui permet à l'énergie de se déployer sans être freinée par des crispations inutiles. Le corps reste engagé, mais il n'est plus contracté, l'intention demeure claire, mais elle n'est plus serrée. Lorsque l'on débute, on serre presque tout sans s'en rendre compte. Les épaules montent, les mains agrippent, le ventre se durcit, la respiration se raccourcit, l'esprit s'accroche à la forme de la technique ou à l'idée de bien faire. Peu à peu, le corps devient un ensemble de résistance interne. Le geste perd sa continuité, le souffle se fragmente, la relation se tend. On n'agit plus avec l'autre, mais contre ce que l'on redoute. Avec le temps, le relâchement apparaît par touches successives. Les épaules descendent, les bras deviennent plus libres, les mains peuvent entrer en contact sans chercher à saisir. Le centre se stabilise sans se contracter, la respiration descend et s'élargit. Le mouvement devient plus rond, plus vivant, sans perdre sa précision. Cette transformation est immédiatement perceptible pour le partenaire. Une main crispée impose, une main relâchée invite. Dans la crispation, il y a affrontement, dans le relâchement, il y a relation. Le relâchement révèle aussi une compréhension plus vaste. Il montre que ce qui bloque le mouvement n'est pas l'extérieur, mais ce à quoi l'on s'accroche intérieurement. S'agripper à une technique, à un résultat, à une peur ou à une certitude rigidifie l'action et finit par la rendre fragile. Ce qui se durcit se brise, ce qui se détend peut s'adapter. Relâcher ne supprime rien d'essentiel, mais libère ce qui était empêché de circuler. Dans la vie, cette même dynamique est à l'œuvre. La crispation ferme les situations, durcit les relations, épuise l'élan. Le relâchement permet de laisser tomber ce qui n'a plus besoin d'être porté, non pour fuir, mais pour agir plus juste. Il ne s'agit pas de renoncer à sa direction, mais de cesser de la défendre inutilement. Lorsque la tension tombe, le mouvement vrai peut apparaître, plus simple, plus évident, plus accordé à ce qui est là. Relâcher, c'est laisser la place à ce qui cherche à se déployer. C'est permettre à l'action de naître sans la contraindre. C'est retrouver cette légèreté profonde d'où surgissent les gestes justes, sur le tatami comme dans la vie. Chapitre 24. La présence, être là, entièrement. Dans l'aïkido, il existe une qualité plus discrète encore que la posture, le souffle ou le centre, et qui pourtant les contient toutes, la présence. La présence n'est pas un effort supplémentaire, ni une concentration tendue, ni une vigilance inquiète. Elle est une disponibilité calme, une clarté intérieure qui permet d'être ici, dans cet instant précis, sans dispersion, sans projection vers ce qui vient, sans attachement à ce qui vient de passer. Lorsque la présence est là, le mouvement se simplifie de lui-même. La respiration trouve naturellement sa place, le corps répond sans hésitation excessive, et la technique se déploie sans dureté. Rien n'est forcé, rien n'est retenu. Le geste apparaît comme une réponse évidente à ce qui est donné. À l'inverse,
lorsque la présence manque, même le mouvement le plus simple devient incertain. L'attention se déplace vers la pensée, le centre se fragmente, la relation perd sa stabilité, et l'harmonie se dissout avant même d'avoir pu naître. Au début de la pratique, cette absence de présence est presque constante. Le regard se détourne vers l'extérieur, l'esprit vérifie, compare, anticipe. On pense à la correction à venir, à l'erreur passée, à l'image que l'on donne. Le corps est là, mais l'être reste légèrement en retrait, comme s'il n'osait pas encore habiter pleinement l'instant. Peu à peu pourtant, quelque chose se dépose. On cesse d'être tiré par ce qui pourrait arriver, ou chargé par ce qui a déjà eu lieu. On commence à habiter le geste exactement au moment où il naît. La présence est une forme d'unité intérieure. Elle relie le souffle au centre à la posture au regard, et le regard à la relation. Dans cette unité, il n'y a ni avance inutile ni retard qui déstabilise. Il n'y a ni tension excessive ni relâchement vague. Il y a une justesse d'être, simple et silencieuse. Cette justesse est immédiatement perceptible pour le partenaire. Une présence claire apaise et stabilise. Une absence de présence, même accompagnée d'une technique correcte, crée une incertitude subtile. Le corps parle avant le mouvement, et la présence parle avant le corps. Dans la vie, cette même qualité transforme la relation. Être réellement présent avec quelqu'un, c'est offrir un espace où l'autre peut exister sans se défendre. C'est écouter sans préparer sa réponse, regarder sans comparer, parler sans chercher à convaincre. La présence ne cherche pas à produire un effet. Elle permet simplement à la rencontre d'avoir lieu. Et lorsque cette présence est là, quelque chose se détend naturellement, sans explication ni volonté particulière. L'aïkido montre alors que la présence n'est ni un don rare ni un état exceptionnel. Elle se cultive. Elle naît du souffle posé, du centre stable, de la posture juste, du relâchement, de l'écoute du moment. Elle demande surtout une forme d'humilité silencieuse, accepter que l'instant est toujours plus vaste que nos attentes, plus vivant que nos projections, plus juste que nos constructions mentales. Lorsque cette humilité est là, la présence s'installe d'elle-même. Dans la présence, l'aïkido cesse d'être une accumulation de formes. Il devient un art d'être là, entièrement, là où le mouvement prend naissance et où la relation devient vraie. Chapitre 25. L'écoute, entendre ce que le corps ne dit pas. Dans l'aïkido, il existe une forme d'écoute qui ne passe ni par les mots ni par les sons. C'est une écoute du mouvement, une écoute de la présence, une écoute de ce qui circule entre deux êtres avant même que le geste ne prenne forme. Cette écoute ne s'ajoute pas à la technique, elle en est la condition. Sans elle, le mouvement devient mécanique, avec elle, il devient relation. Écouter, dans ce sens, ne signifie ni analyser ni prévoir. Ce n'est pas chercher à deviner ce que l'autre va faire, ni tenter d'orienter la situation avant qu'elle n'advienne. Écouter, c'est se rendre disponible à ce qui se présente, sans jugement, sans tension, sans fermeture. C'est accepter de ne pas savoir à l'avance, de ne pas décider trop tôt, de ne pas enfermer l'instant dans une forme déjà connue. Lorsque l'on débute, cette écoute est souvent superficielle. On regarde les mains, les épaules, les déplacements visibles, et l'on croit écouter parce que l'on observe. Mais l'essentiel échappe encore, le souffle qui précède l'action, la tension intérieure qui oriente le geste, la direction profonde de l'intention. Le corps perçoit alors des fragments, mais il manque l'ensemble. Le mouvement devient une suite de réponses approximatives, parce qu'il ne s'adresse pas encore à ce qui est réellement donné. Avec le temps, l'écoute s'approfondit. Elle devient plus large, plus silencieuse, plus fine. On commence à sentir ce qui ne se voit pas, la vitesse intérieure d'un élan, la rigidité cachée derrière un geste apparemment souple, l'hésitation discrète, la peur contenue, ou au contraire l'ouverture qui cherche un passage. Cette écoute ne pénètre pas l'autre, elle ne l'envahit pas. Elle reste à la juste distance. Elle accueille sans saisir, perçoit sans s'approprier. Alors la technique change de nature. Elle n'est plus l'application d'un modèle appris, mais une réponse vivante à ce qui est perçu. Chaque geste devient unique parce qu'il naît d'une écoute réelle. On ne fait plus une technique sur l'autre, mais avec ce qu'il exprime. Et cette justesse n'a rien de spectaculaire, elle est simple, évidente, presque discrète. Dans la vie, cette même écoute fait souvent défaut. On répond avant d'avoir entendu, on réagit avant d'avoir ressenti, on parle avant d'avoir réellement accueilli. On projette des intentions, des attentes, des peurs, là où il aurait suffi d'écouter ce qui était là.
L'aïkido rappelle que toute relation commence par cette capacité à recevoir l'autre sans le réduire à ce que l'on croit savoir de lui. Écouter, au fond, c'est reconnaître l'existence de l'autre dans sa réalité propre. C'est laisser son rythme, sa présence et son énergie apparaître sans chercher à les corriger immédiatement. Lorsque cette écoute est là, le mouvement devient simple, parce qu'il n'a plus besoin de compenser. Et lorsque l'écoute manque, même la technique la plus juste devient vide, car elle ne répond plus à rien de vivant. L'écoute est ainsi l'un des gestes les plus profonds de l'aïkido. Un geste invisible, silencieux, mais décisif. C'est elle qui permet à la rencontre d'avoir lieu, au mouvement d'être vrai, et à l'harmonie de ne pas être une idée, mais une expérience. Chapitre 26. Le silence, l'espace où naît le mouvement. Dans l'aïkido, il existe un espace que l'on remarque peu parce qu'il ne se voit pas. Ce n'est ni un geste, ni un déplacement, ni une technique identifiable. C'est un espace intérieur, discret, mais décisif, le silence. Non pas le silence extérieur, mais celui où l'agitation se dépose, où la respiration se stabilise, où le centre cesse de se disperser. Ce silence n'est pas un vide. Il est un lieu de rassemblement. Avant qu'un mouvement ne prenne forme, il y a toujours un instant où rien n'est encore visible. Un instant où le corps ne fait rien, mais où tout s'organise. Le souffle trouve sa place, le regard s'élargit, l'intention se simplifie, la relation devient lisible. C'est dans cet intervalle silencieux que le mouvement se prépare, non comme une décision, mais comme une évidence en train de naître. Lorsque l'on débute, ce silence est souvent inconfortable. On le remplit trop vite. On agit avant d'avoir perçu. On entre avant d'avoir écouté. On croit que l'absence de geste est une hésitation, alors qu'elle est souvent une justesse en formation. On confond le silence avec l'inaction, et l'on quitte l'instant au moment même où il aurait fallu y rester. Avec le temps, quelque chose change. Le silence cesse d'être une attente tendue. Il devient un appui. Dans ce silence, le corps ne devine pas, il perçoit. Il ne réagit pas, il répond. Il ne force pas, il s'accorde. Le mouvement qui en surgit n'a pas besoin d'être corrigé, parce qu'il est déjà né d'un lieu clair. Il est simple, direct, sans excès. Ce silence est aussi perçu par le partenaire. Il n'est pas invisible. Il se ressent comme une stabilité, une disponibilité, une absence de précipitation. Il crée un espace où la relation peut s'installer sans heurts. Un espace où l'autre n'est ni pressé ni contraint, mais accueilli dans ce qu'il exprime réellement. Dans la vie, ce même silence est rare. On le fuit, on le comble, on le craint parfois. Pourtant, c'est dans le silence que l'on entend vraiment. C'est dans le silence que l'on saisit ce qui ne se dit pas encore. C'est dans le silence que l'on évite de projeter, d'interpréter, de devancer. Le silence n'est pas un retrait du monde, mais une manière plus profonde d'y être présent. Dans l'aïkido, le silence est le lieu où le mouvement s'accorde à la réalité. Dans la vie, il est le lieu où l'être s'accorde à lui-même. Sans ce silence intérieur, le geste se disperse et la relation se trouble. Avec lui, le mouvement peut naître sans violence, sans confusion, sans effort inutile. Le silence devient alors non pas une absence, mais une origine. Puis, avec le temps, une évidence s'impose lentement, plus le mouvement devient juste, plus il se dépouille. La simplicité n'apparaît pas au début de la pratique, elle est le fruit d'un long travail de retrait. Elle ne consiste pas à faire moins par économie, mais à ne garder que ce qui est indispensable. Ce qui est simple n'est pas pauvre. Ce qui est simple est stable, clair, maîtrisé. Lorsque la simplicité s'installe, le geste cesse de se disperser. Il ne cherche plus à montrer, ni à convaincre, ni à impressionner. Il se concentre sur l'essentiel, le centre, le souffle, la relation. Le mouvement devient plus court, plus direct, plus lisible. Il n'y a plus de surcharge, plus de détours inutiles. Ce qui semblait complexe se résout naturellement, non parce qu'on l'a simplifié intellectuellement, mais parce qu'on a retiré ce qui l'encombrait. Cette simplicité transforme la rencontre. Le partenaire n'est plus soumis à une accumulation de gestes, mais invité dans un mouvement clair. Rien n'est forcé, rien n'est ajouté. Le corps agit sans dureté, l'intention reste lisible, la relation respire. Le mouvement devient un passage, non une démonstration. Dans la vie, cette même simplicité agit de la même manière. Les paroles simples touchent plus juste que les discours compliqués. Les gestes sobres portent plus loin que les actions excessives.
La simplicité n'est pas une naïveté, elle est une forme de vérité. Elle naît lorsque l'on cesse de se protéger par des ornements inutiles, lorsque l'on retire les tensions, les justifications, les détours qui alourdissent l'élan. Être simple, c'est avancer sans surcharge. C'est rencontrer sans se cacher. C'est agir sans se disperser. La simplicité n'enlève rien à la profondeur, elle en est l'expression la plus directe. Dans l'aïkido comme dans la vie, elle marque un moment précis, celui où l'on n'a plus besoin d'ajouter pour exister. Le geste devient clair parce qu'il est revenu à l'essentiel, et dans cette clarté, quelque chose de vrai peut enfin circuler. Chapitre 27. La simplicité, revenir à l'essentiel. Dans l'aïkido, on commence presque toujours par en faire trop. On veut réussir la technique, la rendre visible, la prouver. On ajoute des gestes, on ajoute de la force, on ajoute de l'intention, comme si le mouvement devait être soutenu de l'extérieur pour exister. Le corps s'agite, l'esprit s'éparpille, et la relation se charge de ce qui n'est pas nécessaire. Puis, avec le temps, une évidence s'impose lentement, plus le mouvement devient juste, plus il se dépouille. La simplicité n'apparaît pas au début de la pratique, elle est le fruit d'un long travail de retrait. Elle ne consiste pas à faire moins par économie, mais à ne garder que ce qui est indispensable. Ce qui est simple n'est pas pauvre. Ce qui est simple est stable, clair, maîtrisé. Lorsque la simplicité s'installe, le geste cesse de se disperser. Il ne cherche plus à montrer, ni à convaincre, ni à impressionner. Il se concentre sur l'essentiel, le centre, le souffle, la relation. Le mouvement devient plus court, plus direct, plus lisible. Il n'y a plus de surcharge, plus de détours inutiles. Ce qui semblait complexe se résout naturellement, non parce qu'on l'a simplifié intellectuellement, mais parce qu'on a retiré ce qui l'encombrait. Cette simplicité transforme la rencontre. Le partenaire n'est plus soumis à une accumulation de gestes, mais invité dans un mouvement clair. Rien n'est forcé, rien n'est ajouté. Le corps agit sans dureté, l'intention reste lisible, la relation respire. Le mouvement devient un passage, non une démonstration. Dans la vie, cette même simplicité agit de la même manière. Les paroles simples touchent plus juste que les discours compliqués. Les gestes sobres portent plus loin que les actions excessives. La simplicité n'est pas une naïveté, elle est une forme de vérité. Elle naît lorsque l'on cesse de se protéger par des ornements inutiles, lorsque l'on retire les tensions, les justifications, les détours qui alourdissent l'élan. Être simple, c'est avancer sans surcharge. C'est rencontrer sans se cacher. C'est agir sans se disperser. La simplicité n'enlève rien à la profondeur, elle en est l'expression la plus directe. Dans l'aïkido comme dans la vie, elle marque un moment précis, celui où l'on n'a plus besoin d'ajouter pour exister. Le geste devient clair parce qu'il est revenu à l'essentiel, et dans cette clarté, quelque chose de vrai peut enfin circuler. Chapitre 28. La douceur, la force qui ne blesse pas. Dans l'aïkido, il existe une forme de force qui ne ressemble pas à la force telle qu'on l'imagine habituellement. Une force qui n'écrase pas, ne serre pas, ne brusque pas. Une force qui agit sans blesser. Cette force, c'est la douceur. La douceur n'est ni une absence d'énergie ni une mollesse. Elle n'est ni un renoncement ni une faiblesse déguisée. Elle est une puissance qui s'est dépouillée de la violence, une intensité qui a cessé de se prouver pour devenir juste. Là où la brutalité cherche à imposer, la douceur laisse apparaître. Là où la force brute déclenche la résistance, la douceur ouvre le passage. Lorsque l'on débute, on confond presque toujours force et dureté. On serre pour tenir, on pousse pour projeter, on appuie pour contrôler. Et dans cette accumulation de tension, le mouvement se bloque. Le partenaire se crispe, la relation se ferme, l'énergie se retourne contre elle-même. La douceur transforme immédiatement cette dynamique. Elle rend le contact possible, elle enlève la menace, elle permet au mouvement de circuler sans provoquer la défense. Cette douceur n'est possible que lorsqu'il existe une stabilité intérieure. Un corps instable devient fragile s'il se relâche, un corps stable devient puissant dans la douceur. La douceur n'est pas un affaissement, mais une densité calme. Elle repose sur un axe posé, un centre présent, une intention claire qui n'a plus besoin de s'imposer. Dans cette douceur, le geste change de nature. Il ne contraint plus, il guide. Il ne pousse plus, il accompagne. Il ne cherche pas à vaincre, il ouvre une direction. Le partenaire le ressent immédiatement, il n'est pas dominé, il est conduit. Il ne subit pas, il suit.
la relation cesse d'être une lutte pour devenir un accord. Dans la vie, la douceur agit de la même manière. Un mot doux peut désamorcer une tension que la dureté aurait aggravée. Un geste doux peut ouvrir un espace que la brutalité aurait fermé. La douceur ne refuse pas l'action, elle choisit la relation plutôt que l'opposition. Elle agit sans humilier, corrige sans blesser, oriente sans écraser. La douceur n'est pas une faiblesse morale. Elle est le signe d'une force qui n'a plus peur d'être elle-même. Elle apparaît lorsque l'on cesse de se raidir par crainte, lorsque l'on n'a plus besoin de se défendre en permanence. Dans l'aïkido comme dans la vie, la douceur marque un seuil, celui où la force n'a plus besoin de prouver qu'elle est forte. Elle devient alors une qualité de présence, une manière d'être au monde. Une force qui ne blesse pas, parce qu'elle n'est plus séparée de la relation. Une force qui agit sans violence, parce qu'elle est enfin en accord avec elle-même. Chapitre 29. La stabilité, être immobile sans être figé. La stabilité n'est pas l'absence de mouvement. Elle est ce qui permet au mouvement d'exister sans se perdre. Elle n'est ni une rigidité, ni une posture tenue par effort, ni une manière de se verrouiller pour ne pas tomber. La stabilité est un calme intérieur à partir duquel le corps peut bouger sans se disperser, respirer sans se contracter, rencontrer sans se défendre. On croit souvent que la stabilité consiste à tenir. En réalité, elle apparaît lorsque l'on cesse de retenir. Tant que le corps lutte pour rester debout, il trahit une peur de tomber. Et cette peur crée précisément l'instabilité que l'on cherche à éviter. La stabilité véritable naît au moment où l'on accepte intérieurement le mouvement, y compris la possibilité de la chute. Alors quelque chose se dépose. Le poids descend, le souffle s'apaise, l'axe se révèle sans effort. Il est important de ne pas confondre stabilité et centre, même si les deux sont intimement liés. Le centre est le lieu intérieur où l'on se rassemble avant d'agir. Il est silencieux, presque immobile. La stabilité, elle, est ce centre mis en mouvement. Elle est la manière dont ce point intérieur se manifeste dans l'action, dans le pas, dans la relation. Le centre ne bouge pas, la stabilité, elle, accompagne chaque déplacement. Le centre est la source, la stabilité est la continuité vivante de cette source dans le geste. Dans la pratique, chaque déséquilibre révèle la même chose, ce n'est pas le bras qui vacille, ni la jambe qui flanche, ni la technique qui manque. C'est toujours l'intérieur qui s'est déplacé trop vite, contracté trop fort, ou dispersé. Lorsque l'intérieur se précipite, le corps suit et se perd. Lorsque l'intérieur reste posé, le corps trouve naturellement sa place, même dans le mouvement. La stabilité n'est jamais une tension. Elle n'est pas un tenir bon. Elle est une détente profonde qui n'effondre pas. Une détente qui permet au corps d'être lourd vers le sol et libre vers le mouvement. Elle donne au geste une qualité particulière, il devient simple, lisible, rassurant. Le partenaire le sent immédiatement. Il ne se heurte pas à une masse dure, ni à une présence floue. Il rencontre quelque chose de stable, ouvert, disponible. Cette stabilité change la relation. Elle ne cherche pas à convaincre, ni à impressionner. Elle se tient. Et parce qu'elle se tient, elle donne envie de suivre. Elle crée un espace clair où chacun sait où il est, ce qu'il donne et ce qu'il reçoit. Elle permet d'être ferme sans être dur, présent sans être pesant, engagé sans être agressif. Dans la vie, la stabilité fonctionne de la même manière. Elle ne vient pas de la certitude, ni de la domination, ni de la volonté de contrôler ce qui arrive. Elle vient d'un accord intérieur avec ce que l'on est, ici et maintenant. Être stable, ce n'est pas être sans peur, c'est rester debout même lorsque la peur existe. C'est ne pas se rigidifier face à ce qui bouge, ne pas se dissoudre face à ce qui résiste. La stabilité est cette capacité rare d'être immobile intérieurement tout en restant pleinement vivant. Elle permet de traverser le mouvement sans se perdre, de rencontrer l'autre sans se défendre, de changer sans se fragmenter. Dans l'aïkido comme dans la vie, elle est la condition de toute fluidité véritable. Elle n'empêche pas le mouvement, elle lui donne un lieu où naître. Chapitre 30. Le regard, voir avec le centre. Dans l'aïkido, le regard n'est pas seulement ce que voient les yeux. Il est une manière d'être présent. Une manière d'entrer dans la relation avant même que le corps ne bouge. Le regard précède le geste comme une orientation silencieuse. Il ne cherche pas, il ne vise pas, il n'attrape rien. Il se pose, et par cette simple présence, il donne une direction au mouvement. Un regard dur fige le corps. Un regard trop précis enferme la relation. Un regard inquiet contracte le souffle.
À l'inverse, un regard calme et large permet au corps de rester disponible, au centre de demeurer posé, au geste de se déployer sans effort. Le regard juste n'est ni perçant ni fuyant. Il est présent sans être envahissant. Il voit sans fixer. Il embrasse l'espace sans se disperser. Voir avec le centre, ce n'est pas regarder davantage. C'est regarder autrement. Ce regard ne vient pas des yeux seuls, mais d'un lieu plus profond. Il ne s'accroche pas à une main, à une épaule, à une intention supposée. Il perçoit l'ensemble, la posture globale, le rythme intérieur, la relation dans son mouvement. Il ne cherche pas à anticiper. Il accueille ce qui est là. Dans la pratique, cette qualité du regard change immédiatement le geste. Le corps se détend. La posture se stabilise. La respiration trouve son rythme. Le mouvement cesse d'être une réaction et devient une réponse. Le partenaire le ressent sans qu'aucun mot ne soit échangé. Un regard posé crée de la confiance. Un regard ouvert rend la rencontre possible. Un regard stable apaise sans dominer. Le regard devient alors un lien silencieux. Il ne prend rien à l'autre. Il ne cherche pas à le contrôler ni à le corriger. Il lui offre un espace où il peut exister sans se défendre. Dans cet espace, le mouvement naît naturellement, sans contrainte, sans lutte, sans tension inutile. Dans la vie, le regard agit de la même manière. Regarder quelqu'un réellement, ce n'est pas l'analyser ni le juger. C'est le reconnaître sans vouloir le réduire à une image. Un regard peut enfermer ou libérer. Il peut inquiéter ou apaiser. Il peut rendre invisible ou rendre présent. Regarder avec le centre, c'est laisser l'autre être là sans chercher à le saisir. Ce regard n'est pas une technique. Il n'est pas un outil. Il est une présence. Une manière de dire silencieusement « je suis là, et je te vois », sans te prendre, sans te forcer, sans te perdre. Dans l'aïkido comme dans la vie, lorsque le regard se pose ainsi, le mouvement devient juste. Et la relation trouve naturellement sa place. Chapitre 31. L'écoute, entendre l'invisible. L'écoute évoquée ici n'est pas celle qui a été décrite précédemment à propos du contact, du poids, de la vitesse ou de la direction du mouvement. Cette écoute-là, corporelle et immédiate, appartient à la relation technique. Elle perçoit ce que le corps de l'autre exprime au moment même où il agit. L'écoute de ce chapitre se situe ailleurs. Elle ne remplace pas la première, elle la prolonge et l'approfondit. Elle concerne ce qui précède le geste, ce qui n'a pas encore pris forme, ce qui se prépare silencieusement dans l'espace entre deux êtres. Dans l'aïkido, il existe une écoute qui ne passe ni par les sens habituels ni par l'analyse. Elle n'observe pas, elle ne déduit pas, elle ne devine pas. Elle se tient ouverte à ce qui apparaît avant d'être visible. Elle perçoit une intention avant qu'elle ne se traduise en mouvement, un déséquilibre avant qu'il ne se manifeste, une fermeture avant qu'elle ne devienne résistance. Cette écoute n'est pas mentale. Elle est une disponibilité intérieure, une qualité de présence qui permet de sentir sans interpréter. Écouter de cette manière, ce n'est pas chercher à comprendre l'autre. C'est laisser l'autre se révéler. L'écoute véritable n'impose aucune grille, n'anticipe aucune réponse, ne cherche pas à orienter la situation. Elle accueille ce qui se présente tel que cela se présente. Dans cet accueil, quelque chose devient immédiatement clair, non pas parce qu'il a été pensé, mais parce qu'il a été perçu. Sur le tatami, cette écoute se manifeste par une justesse qui ne passe pas par la rapidité. Le mouvement arrive sans précipitation, précisément parce qu'il n'a pas été retardé par l'hésitation ni déformé par l'anticipation. Le corps répond à ce qui est là, non à ce qui était attendu. L'action semble parfois en avance, mais elle ne l'est pas, elle est simplement déjà accordée à ce qui naît. Le geste ne surprend pas l'autre, il le rejoint au point exact où il se trouve. Cette écoute transforme aussi la relation du qu'à la pratique. Lorsqu'elle est présente, il n'est plus question de subir ou de s'opposer. Il devient possible de sentir ce qui est proposé, de reconnaître quand suivre, quand résister, quand se libérer. L'échange cesse d'être un rapport de force ou une démonstration. Il devient un dialogue silencieux, vivant, où chacun reste engagé sans être écrasé. Dans la vie, cette écoute est rare. Elle exige de renoncer à l'envie de répondre trop vite, de conclure trop tôt, de protéger une position avant même d'avoir entendu. Écouter l'invisible, c'est accepter de ne pas savoir immédiatement. C'est laisser l'autre exister sans le réduire à une intention supposée. C'est créer un espace où quelque chose de vrai peut apparaître, précisément parce qu'il n'a pas été forcé.
Cette écoute ne rend pas passif. Elle rend juste. Elle n'affaiblit pas l'action, elle la clarifie. Lorsqu'elle est présente, le geste trouve naturellement sa place, la parole tombe juste, la relation respire. L'aïkido révèle ainsi que la force la plus profonde ne réside pas dans ce qui est fait, mais dans ce qui est perçu. Entendre l'invisible, c'est permettre au mouvement de naître sans violence et à la relation de se déployer sans contrainte. Chapitre 32. La transformation, devenir un être plus accordé. À la fin de la pratique, lorsque le souffle retrouve peu à peu son rythme et que le corps se délie du mouvement, il demeure quelque chose que la technique seule ne peut expliquer. Une trace discrète, presque imperceptible, mais réelle. Une manière différente d'habiter le corps, l'espace et la relation. Cette transformation n'est ni spectaculaire ni visible. Elle ne s'affiche pas, ne se revendique pas, ne se mesure pas. Elle se dépose silencieusement, comme un ajustement intérieur qui accompagne l'être bien au-delà du tatami. L'aïkido n'agit pas comme une accumulation de techniques, mais comme un travail de polissage lent et constant. La pratique commence par des gestes maladroits, des appuis instables, un souffle encore fragmenté, une attention qui hésite. Puis, au fil du temps, quelque chose s'ordonne. Le corps devient plus disponible, le mouvement plus fluide, la relation moins conflictuelle. Ce n'est pas une victoire sur l'autre qui apparaît, mais un apaisement intérieur. Ce qui se transforme n'est pas la capacité à contraindre, mais la manière d'entrer en relation. La pratique révèle peu à peu que la véritable difficulté ne réside pas dans l'attaque reçue, mais dans la dureté intérieure, l'impatience, le besoin de contrôler, la peur de perdre l'équilibre ou d'avoir tort. En travaillant le geste, le souffle, la distance et l'écoute, l'aïkido agit simultanément sur toutes les dimensions de l'être. Le corps apprend à écouter, le souffle à soutenir, le regard à accueillir, le centre à tenir sans résister. La relation cesse progressivement d'être une opposition pour devenir un espace partagé. Cette transformation n'a rien d'abstrait. Elle se manifeste dans la vie quotidienne par de légers déplacements intérieurs, une parole moins tranchante, une réaction plus mesurée, un regard plus calme, une capacité accrue à laisser l'autre exister sans se sentir menacé. Le mouvement intérieur devient plus cohérent, plus simple, plus stable. Il ne s'agit pas de devenir meilleur, mais de devenir plus juste. L'aïkido n'enseigne pas à gagner, ni à dominer, ni à imposer. Il enseigne à s'accorder. À s'accorder au mouvement de l'autre, au rythme du monde, à ce qui est vivant dans l'instant. Ce chemin ne mène pas à un état final, mais à une transformation continue. Chaque rencontre, chaque déséquilibre, chaque ajustement devient une occasion de clarification. La pratique ne cherche pas à produire un résultat, elle transforme la manière d'être présent. Ainsi, l'aïkido ne se limite jamais au tatami. Il accompagne la vie elle-même, comme un mouvement intérieur qui ne cesse de s'affiner. La transformation qu'il opère n'est pas une conquête, mais un accord progressif. Un accord avec soi, avec l'autre, avec ce qui se présente. Et c'est dans cet accord silencieux que la voix trouve son sens le plus profond.